Bonjour à toutes et tous, salut Jules, salut Jimmy, Reis qui viennent d'arriver, bonjour à tous les autres que je ne vois pas dans le chat. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024, il est 20h à Brisbane, 13h à Moscou, il est 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue les amis, installez-vous, on est ensemble pour 2 heures de stream et avec vous dans le chat, les fidèles, les nouveaux, ceux qui sont chaque semaine au rendez-vous et puis ceux qui nous rejoignent peut-être par hasard. Bienvenue aussi à nos invités que je vais vous présenter dans une minute, que vous connaissez un peu. Dans le studio que vous ne voyez pas, il y a aussi Mathis qui surveille l'heure et Cyril qui est derrière la régie et qui vous salue. Et bien sûr, le camarade Jérémy qui est avec nous pour vous répondre dans le chat par écrit, donc qui modère vos commentaires. Posez vos questions directement. Moi, je les relais à nos invités. On essaie bien sûr de répondre à tout le monde. Au programme de ce midi, la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale du Premier ministre, Gabriel Attal, avec en substance, on va y revenir, de l'autorité peut-être, de la simplification administrative, un programme pour les classes moyennes, un peu de transition écologique et un peu d'agriculture. Un exercice à tout le moins scruté, à l'heure où les agriculteurs en colère bloquent les routes autour de Paris. Qu'est-ce qu'il y avait dans le discours de Gabriel Attal? Quel style, quelle méthode va-t-il imprimer? La colère des agriculteurs peut-elle en entraîner d'autres? Ce sera en première partie de stream. En second lever de rideau, on parlera des écrans. Est-ce que les écrans enferment la jeunesse, comme le dit Emmanuel Macron? Est-ce que les réseaux sociaux nous rendent vraiment dépressifs? Est-ce que c'est dangereux, les écrans, les réseaux? On va voir que, comme souvent, c'est un peu plus compliqué que ça, que le diable se cache dans les détails et que les grands discours, parfois, en font un peu l'économie des détails. Enfin, l'excellente et pétillante Marie-Stéphanie Servoz, qui n'est pas encore arrivée, de la rédaction de Mademoiselle, viendra nous présenter sa sélection de romans à lire absolument avant que ne pointe le printemps. Pour l'heure et pour l'instant, nous partons à l'hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre, Gabriel Attal, qui a prononcé hier son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, les députés. Un discours attendu, censé donner le ton de sa méthode. Et puis surtout un discours qui intervient alors que les agriculteurs en colère ont convergé autour de Paris et bloquent depuis 3 jours des axes stratégiques autour de la capitale. Bonjour Jean-François Amadieu. Bonjour. Jean-François, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. C'est ça. Bienvenue chez vous, Jean-François. À vos côtés, Paul Barcelone, qu'on connaît bien, qui est journaliste au service politique de France Info. Salut Paul. Salut Ludo, salut à tous. Et Benjamin Morel à mes côtés. Salut Benjamin. Bonjour. Qui revient chez nous, qui nous fait l'amitié de se repointer dans le talk. Benjamin, tu es politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Messieurs, je vous propose qu'on refasse le match avant de le projeter, de dézoomer. Ce discours de Gabriel Attal, c'était un discours de politique générale comme les autres. C'était quelque chose d'attendu. On aurait dit presque un discours de politique particulière, non? Je commence, allez, je me jette à l'eau. Il répond qui veut. Comme les autres, je sais pas, parce que Gabriel Attal, c'est quand même le plus jeune Premier ministre de la Ve République, 34 ans. C'était intéressant de voir... de le voir à l'œuvre à l'Assemblée nationale. C'est un exercice particulier qui est convenu évidemment, qui est d'ailleurs rarement autre chose qu'un catalogue de mesures, et on pourrait y revenir, et souvent une litanie d'annonces. Mais c'était intéressant de le voir à l'œuvre dans ce chaudron pour ce qui était probablement son premier grand discours politique d'ampleur. Lui qui surfe évidemment sur une vague de popularité énorme, qui est arrivé à Matignon en soulevant les espoirs de son propre camp, d'une partie de la Macronie, etc. Donc il fallait qu'il passe cette épreuve du feu, tout en étant, et on va y revenir, enlisé, embourbé dans un bourbier qui est évidemment la crise agricole. Oui, moi ce que j'ai noté, et je parle sous le contrôle des politologues peut-être plus spécialisés, qui ont une meilleure mémoire que moi, mais je ne pense pas qu'on ait déjà vu une déclaration commençant à l'Assemblée nationale par l'âge et surtout par une précision sur l'orientation sexuelle. Je ne pense pas que ce soit très classique. Là, en l'occurrence, c'est 2 points que le Premier ministre a voulu mettre en avant. Et effectivement, en faisant le lien avec ce qui caractérisait justement la France, que ce soit possible, c'est ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est un point qui est évidemment à noter. C'est pas si fréquent et je pense que c'est... Je crois que c'est un axe qui reste très important pour les politiques en général, puisque sur le volet social, on y reviendra peut-être, c'est peut-être plus discutable, mais en revanche, sur un terrain comme celui-ci, de même que la constitutionnalisation de l'IVG au même moment, etc. Donc si vous voulez, sur le sociétal, c'est plus facile de marquer des points, je dirais.
Benjamin ? Oui, c'est un discours qui se veut un discours de politique générale comme les autres discours de politique générale, sauf qu'en réalité, il ne l'est pas. Et c'est cette, je dirais, fausse normalité qui, moi, m'a marqué. Parce qu'en réalité, un discours de politique générale, en règle générale, ça sert à deux choses. D'abord, ça marque un souffle. Et donc, vous essayez de mettre en ordre, de mettre en récit votre politique. Or là, comme ça a été évoqué, mais c'est un discours qui vient percuter une autre actualité. Et le fait de percuter une autre actualité n'était pas forcément prévisible, mais peut s'entendre si on considère le temps, le laps de temps entre d'un côté la nomination de Gabriel Attal et la réalisation de ce discours de politique générale. On comprend pourquoi il a fallu tout ce temps-là. Néanmoins, on a un discours qui, veut inspirer un souffle et veut inspirer une mise en récit, alors qu'en réalité, on est les deux pieds dans la crise, les deux pieds dans la glaise, et que la crise agricole, ne peut pas être le fond, mais en même temps, vient quelque peu éclipser les grandes thématiques que voudrait choisir le Premier ministre pour marquer son souffle. L'autre élément, c'est que quand vous faites un discours de politique générale, vous vous adressez d'abord aux députés. Et en vous adressant aux députés, en règle générale, votre mise en récit, elle s'appuie sur un programme législatif. Or là, évidemment, il y a des projets de loi qui sont annoncés. Beaucoup de réglementaires. Voilà, il y a beaucoup de projets de loi dont on savait déjà qu'ils auraient leur place dans l'agenda législatif. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a des généralisations d'expérimentation et il y a beaucoup de réglementaires, voire des choses qui relèvent de la circulaire. Ce qui montre bien que, même si on donne les sentiments d'une normalité... Donc il ne relève pas du giron des députés, pour faire simple. Exactement, parce que il n'y a pas de majorité, etc. C'est le problème fondamental dans ce quinquennat. Et il n'est pas sûr que, qui plus est, ça ressout de la majorité, ce discours. On y reviendra peut-être. C'était l'un des éléments également, qui était l'un des éléments d'enjeu. Et donc, on a un Premier ministre qui annonce quelque chose, mais qui n'est pas tant un programme de travail pour l'Assemblée. Donc il y a une apparente normalité, mais en réalité qui masque une vraie faiblesse inhérente à cette législature. En fait, il faut bien comprendre qu'avec cette déclaration de politique générale, d'abord elle intervenait tard, 3 semaines après sa nomination. C'est généralement la grande installation politique d'un nouveau Premier ministre. Cette déclaration de politique générale, elle intervenait tard, 3 semaines après sa nomination. Emmanuel Macron, il avait déjà en quelque sorte, passez-moi l'expression, essuyé les plâtres. Conférence de presse très longue en soirée, en prime time, suivi par des millions de téléspectateurs. 2 semaines avant, il avait déjà mangé le programme. Et par ailleurs, j'observe que le chef de l'État, pourtant en déplacement en Suède hier, y compris sur cette crise agricole, lui a aussi grillé la priorité en faisant un point presse quelques minutes avant le début de la déclaration de politique générale. Donc il était un peu cornérisé quand même. Il devient un peu systématique. Hein. Exactement. Il était un peu cornérisé, Gabriel Attal, hier, au moins de ce point de vue. Ensuite, il faut noter que l'équation politique, la donne politique, n'a pas changé avec l'arrivée du Premier ministre à Matignon. Il est toujours en situation de majorité relative. Il n'y a pas d'accord politique de gouvernement avec les Républicains, qui plus est dans le contexte d'immigration. Et donc c'est des choses qu'il faut avoir évidemment à l'esprit à la lecture de cette déclaration de politique générale qui a été teintée d'un champ lexical destiné à flatter une forme d'électorat de droite, des électeurs proches des Républicains. Gabriel Attal a beaucoup parlé d'autorité, de fermeté, de souveraineté, ayant parfois d'ailleurs recours à des punchlines France qui riment avec puissance, tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares à l'endroit des délinquants et en référence aux émeutes du début de l'été dernier. Voilà, donc c'est évidemment l'occasion de marquer un style, c'est évidemment l'occasion de s'installer dans le costume de Premier ministre, surtout politiquement. Oui, c'est un moment fort, mais s'il est teinté d'une forme de choix politique, et de choix politique il en fait en axant son discours évidemment sur la droite, il faut avoir aussi à l'esprit qu'il était cornérisé en quelque sorte par un Emmanuel Macron, j'en termine, qui avait d'ailleurs relu le discours de politique générale, la déclaration de politique générale quelques minutes avant. Jean-François ? Oui, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai trouvé l'ambiance particulièrement agitée. C'est le moins qu'on puisse dire, en dehors de quelques rares cas où effectivement tout le monde se lève pour applaudir sur tel ou tel sujet, mais le reste du temps, vraiment pas très respectueux. Ça n'a pas été déjà le cas pour Elisabeth Borne ? Enfin, c'est ce qui m'avait semblé, moi. Il était agité aussi. Ouais, mais là, particulièrement, et puis je trouve que, vous voyez, lorsque c'est filmé, il y a aussi des plans à certains moments sur les ministres. Et c'est quand même une des caractéristiques de cette intervention dans le contexte, avec une toute petite équipe.
et avec des maillons faibles, ou un maillon faible en particulier, qui est bien sûr été là. On parle de la ministre de l'Éducation. Il y a une grève demain des enseignants. Et du coup, dans un contexte, là aussi, ça me paraît pas si fréquent, où on attend toujours la nomination d'autres ministres ou de secrétaires d'État. Je ne sais pas quand ça arrivera, peut-être certains l'imaginaient hier, je ne sais pas. Enfin, on est comme suspendu avec une sorte de petite équipe, mais une petite équipe qui, par ailleurs, fait pas l'unanimité autour d'elle, dans l'opinion, c'est le moins qu'on puisse dire pour la ministre de l'Éducation, par exemple. Donc, je trouve que c'est un contexte un peu... au-delà du Premier ministre lui-même, je trouve une certaine faiblesse là, qui n'a rien à voir avec la majorité à l'Assemblée, mais plutôt à ces sortes de flottements. Flottements qu'on a vu aussi, je voudrais le dire aussi, dans la constitution des cabinets eux-mêmes. Là aussi, ça a tardé. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça n'avançait pas non plus. Alors peut-être qu'on s'entoure de plus de précautions maintenant, mais enfin, ça n'a pas non plus été très rapide. Non, il y a un problème en effet, mais c'est devenu quasiment une banalité quand on commente les remaniements avec Emmanuel Macron. Il y a un problème de ressources humaines. Donc il faut aller chercher des gens à la fois pour peupler les cabinets, pour peupler votre gouvernement. Ensuite, le problème majeur, et j'y reviens, c'est quand même la question aujourd'hui de la majorité parlementaire. Et cette question-là, elle n'est pas vraiment réglée par le discours d'hier. Ce qui est assez marquant, c'est qu'en effet, on a des signaux qui sont envoyés à la droite de la majorité, qui est très très contente depuis quelques semaines, parce qu'elle semble être un peu la reine du pétrole. En revanche, la gauche de la majorité, elle, n'a pas vraiment d'os à ronger dans ce discours. Il y a quelques éléments sur le logement, etc., la réquisition des logements vides. Mais de l'autre côté, vous assouplissez les conditions relatives à la loi SRU. Donc en réalité, pour quelques éléments positifs envoyés à ces députés-là, vous envoyez quelques coups de pied de l'âne. Et donc, ce faisant, il n'est pas certain que ça permette de ressouder cette majorité. Il n'y a pas non plus beaucoup de gages envoyés au MoDem, qui n'étaient pas très très contents à la fois de la loi immigration, mais également de la composition du gouvernement. Est-ce que justement les secrétaires d'État, est-ce que également les ministres délégués vont permettre de rééquilibrer un peu ça? C'est pas tout à fait évident. En tout cas, on voit que ça n'en prend pas forcément le chemin. Or, si vous avez une majorité relative qui plus est divisée, eh bien, vous avez ensuite un problème de gouvernabilité durant votre quinquennat qui est relativement important. On voit que les signaux envoyés hier sont davantage des signaux électoraux. Très clairement, vous avez une base, qui est une base macronienne plutôt fidèle en réalité, au moins depuis 2019. Elle a beaucoup bougé entre 2017 et 2019, mais elle est plutôt stable depuis 2019. Cette base-là, on lui envoie des signaux politiques, on lui envoie des signaux symboliques, on lui envoie également des marques d'attention économique, et il s'agit de la mobiliser pour les européennes. C'est plutôt de bonne guerre, on verra si c'est efficace. En revanche, la gestion de la suite du quinquennat, notamment d'un point de vue parlementaire, eh ben, elle n'a pas été probablement la priorité du Premier ministre. Or, c'est aussi ça, un discours de politique générale normalement, c'est unir votre majorité derrière un projet, derrière une vision. On voit que là-dessus, eh ben, ça pêche un peu encore. Je pense qu'on peut donner un crédit à Gabriel Attal ou au couple exécutif sur hier et cette déclaration de politique générale. C'est à minima une forme de cohérence entre ce qui s'était passé au moment du remaniement. J'en tiens pour preuve l'entrée au gouvernement de Rachida Dati, figure de la droite, très identifiée comme une figure sarkozyste, qui est arrivée au ministère de la Culture. La nomination de Catherine Vautrin dans un super ministère social, avec notamment la santé et le travail. Et le discours d'hier qui multiplie effectivement les appels du pied et les références à un champ lexical qui flatte à l'évidence, et j'en parlais tout à l'heure, autorité, fermeté, souveraineté. On a eu déverrouillé, désmicardisé, débureaucratisé aussi, qui a été une forme de slogan, le triptyque hier de Gabriel Attal. Moi, je crois qu'il y a une certaine cohérence, au moins elle éclate au grand jour, au moins elle a le mérite d'être assumée entre le personnel qui est entré au gouvernement, avec les questions que ça pose en termes de ressources humaines, et la ligne politique insufflée hier, qui est d'ailleurs dans la droite ligne de ce qu'avait dit Emmanuel Macron il y a 2 semaines dans sa conférence de presse. Sur la forme, d'habitude on fait référence à des grands auteurs, à des grands prédécesseurs. Là, on a eu quelque chose de très pragmatique, non ? Enfin, c'était pas un discours très littéraire, le discours de politique générale de Gabriel Attal ? Littéraire, je sais pas. Je sais pas s'il est vraiment littéraire d'ordinaire. C'est difficile à dire. En tout cas, oui, c'est sûr que il a surtout multiplié les jeux. Je vous dis, je vous assume, je vous annonce, je veux, je souhaite, plus que multiplier les références littéraires, mais c'était avec un débit hyper accéléré. Alors voilà, c'était au moins sur la forme
une manière de montrer qui il était. On dit souvent au moment des campagnes présidentielles, un candidat doit fendre l'armure. En quelque sorte, il a presque commencé à le faire, lui, Gabriel Attal, même s'il ne souffre pas d'un déficit de notoriété. Il a bien montré que c'était sa déclaration de politique générale, avec la précaution de penser que Emmanuel Macron l'a effectivement relu, mais c'était à l'évidence l'occasion pour lui de mettre le pied dans la porte et d'un peu parler de lui. Alors évidemment, son âge, 89, 3 minutes de discours, il dit d'emblée qu'il a 34 ans, bientôt 35. Voilà, et puis plus tard dans le discours, le fait de dire que la France aujourd'hui permettait d'avoir un Premier ministre homosexuel, assumé comme tel, ouvertement homosexuel, 10 ans après un déchirement profond de la société sur le mariage pour tous. Oui, il y a plusieurs éléments. Alors, tout dépend encore une fois, je dirais la teneur, le contenu que vous voulez donner à votre discours de politique générale. En règle générale, il y a malgré tout une ou deux grandes mesures qui surnagent. Là, c'est pas tout à fait évident que l'opinion ait retenu quelque chose qui ferait que tout d'un coup, on aurait quelque chose de marquant. En revanche, vous avez également une tonalité. Elisabeth Borne avait une mission, c'était élargir la majorité, et pour ça, rester à la fois ouverte et en même temps être technicienne d'une forme de construction ad hoc sur texte par texte. C'est pas la mission première de Gabriel Attal au vu de la situation. Donc il fallait montrer et démontrer le volontarisme. D'où en effet cette réitération, ces jeux, cette volonté également. On a beaucoup parlé de catalogue de mesures. C'est vrai, c'est lié aux difficultés en termes de, construire des majorités législatives, on l'a évoqué. Mais ça permet également de donner le sentiment que vous allez pouvoir agir sur le réel en égrenant plein de petites mesures concrètes, dont certaines peuvent être jugées comme étant très concernantes et en réalité, du point de vue strictement normatif, assez faciles à mettre en œuvre, mais qu'on va pouvoir égrener tout au cours de la campagne en disant « regardez le gouvernement agit, regardez le gouvernement agit, regardez le gouvernement agit ». Cette mise en récit de l'action volontariste, c'est également pour ça qu'a été nommé Gabriel Attal. C'est ce qu'il a plutôt bien réussi en 5 mois au ministère de l'Éducation nationale, et donc c'est là ce qu'il tente de mettre en œuvre, de mettre en forme, avec un mot d'ordre qui est le mot d'ordre de réarmement d'autorité, et donc la capacité réellement à se réimposer aux administrations, aux politiques, à la réalité, à l'économie. Et donc, on est dans une forme de tonalité de mise en scène. Et là-dessus, il y a en effet une cohérence au discours. D'un mot, une toute petite parenthèse. Tu peux même faire une grande parenthèse si tu veux. C'est ce que les proches de Gabriel Attal, ce que son cabinet, ce que ses conseillers ont théorisé comme étant la parole performative. C'est peut-être une expression qu'on a lue dans la presse dernièrement, mais ça vient du cabinet de Gabriel Attal, qui estime que d'un point de vue politique et de la communication, le faire savoir, le dire je vais agir est déjà un acte politique, est déjà poser un acte politique. C'est en ça aussi que ce discours il était intéressant. Et d'ailleurs, les oppositions n'ont pas manqué de s'engouffrer dans la brèche, notamment à gauche, en disant très vite que Gabriel Attal était le champion des slogans, le champion de la com, et que ça manquait d'annonces concrètes et d'annonces qui allaient changer la vie des Français. Jean-François, je vous vois acquiescer à côté de Paul. Oui, c'est d'ailleurs, quand on juge de son bilan à l'Éducation nationale, il faut toujours, bien sûr, rappeler qu'il est resté quelques mois. Et que donc, la déclinaison des mesures, leur mise en œuvre, dans la durée, on n'a pas eu l'occasion de s'assurer que ça fonctionnait. Donc, mais en revanche, ce qui est absolument certain, c'est que, bien entendu, la manière dont il a communiqué, c'est absolument extraordinaire, évidemment, tout le monde le sait, c'est d'où d'ailleurs il en a largement profité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on guette la manière dont il va, je trouve depuis le début, depuis sa prise de fonction, comment il va communiquer. Et à chaque fois, c'est sur ça que c'est intéressant. Son discours de politique générale, là aussi, je pense que vous serez d'accord avec ce constat, ne marquera pas les esprits ou les commentateurs par son originalité, par son souffle, par quoi que ce soit. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est pas un exercice qui marquera l'histoire. Sa prise de fonction, peut-être c'est un peu vieux maintenant, mais m'a beaucoup surpris, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il était presque... quelque chose l'avait déstabilisé, l'affaiblissait, il paraissait presque intimidé, ou peut-être ayant froid. Il tremblait, peut-être avait-il froid, je ne sais pas, mais... et d'autre part, c'était pas du tout ce qu'on attendait au moment d'une passation de fonction. En fait, il est attendu à chaque fois avec une sorte d'exigence d'être très bon communicant, parce qu'il l'est.
il peut le faire, et il a un bon communicant avec lui. Mais du coup, quand l'exercice est moyen, voire raté, on ne comprend pas. Et du coup, ça c'est le premier problème. D'où, sur le conflit des agriculteurs, on suit à chaque fois les performances dans le genre, l'innovation. On reviendra peut-être sur ce qu'il a fait vendredi en allant sur un barrage directement. J'ai jamais vu ça dans l'histoire de la République, qu'un Premier ministre le fasse à ce moment-là et de cette manière. Donc évidemment, c'est des exercices intéressants. Après, la question de cette communication, c'est toujours pareil. Et là, c'est ensuite... ne pas faire que ça, évidemment. Et c'est ça toute la difficulté. Et une fois de plus, c'est pour ça qu'à l'éducation, on ne peut pas savoir. Alors, c'est pas difficile d'expérimenter l'uniforme, et puis on verra. Sur d'autres sujets, ça peut être un peu plus compliqué. Et ne serait-ce que parce que, on l'a bien vu à l'éducation, là, il fait la même chose en mettant en mouvement les préfets, les administrations. Il faut aussi que ça suive derrière. Et ça met beaucoup de pression sur tout le monde pour atteindre des résultats. Mais si vous n'avez pas les résultats, après, vous vous faites rattraper. Bon, donc c'est là. Et c'est vrai que, pour l'instant, il n'avait pas eu à affronter non plus les syndicats enseignants quand il est passé à l'éducation. Là, il a juste les agriculteurs. C'est pas non plus ce qui est le plus ingérable. Comme dans son discours de politique générale, il y a à nouveau des annonces plutôt libérales, on va dire ça comme ça, plutôt droitières sur le plan social. Évidemment, il ne faudrait pas que là, il y ait d'autres formes de mobilisation et il se trouverait confronté à ça, quoi. On va y revenir, les mobilisations. Tu voulais ajouter quelque chose, Benjamin ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut, entre guillemets, considérer les contraintes qui se posent à lui. On l'a dit, pas de majorité parlementaire. Donc à partir de là, compliqué pour réellement faire exister une politique. Marge budgétaire très limitée. Hein. On a quand même Bruno Le Maire qui se rappelle à lui, d'ailleurs, ça a même commencé, et vous avez qui plus est quelques crocodiles dans le gouvernement. Alors il parle beaucoup d'autorité, c'est également à quelque chose envoyé à Gérald Darmanin. Il parle discipline budgétaire, c'est envoyé quelque chose également à Bruno Le Maire. Mais la réalité, c'est qu'il est quand même contraint par cette marge de manœuvre-là. Vous avez qui plus est un président de la République qui, ça a été dit, mais lui impose un certain nombre de choses. Le vrai Premier ministre, d'un point de vue organisationnel, c'est plus son directeur de cabinet, M. Moulin, que lui-même en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de troupes derrière, il n'y a pas non plus, comme ça pouvait être le cas pour d'anciens Premiers ministres, un poids dans le parti, etc., qui fait que vous pesez à vous-même et qu'à partir de là, vous pouvez vous imposer au président de la République. Vous n'êtes là que parce que le président de la République a décidé de vous mettre ici. Ce n'est pas votre poids politique originel qui fait que vous êtes à Matignon. Et donc cette situation-là fait que vous êtes d'abord et avant tout là pour faire de la communication. Parce que vos marges de manœuvre sur le réel sont par définition limitées. Et de l'autre côté, votre poids politique est également limité. Donc, si jamais on le juge sur la communication, c'est également parce que la nomination de Gabriel Attal s'entend en vue des élections européennes. L'objectif, c'est de gagner les élections européennes pour éviter une chiracisation du quinquennat, pour éviter de rentrer dans une période de canard boiteux. Et donc, pour ça, il faut faire de la com avec une marge de manœuvre très, très réduite. Si la com ne suit pas, si la com apparaît dysfonctionnelle, à ce moment-là, en effet, ça devient très très problématique et votre présence à Matignon peut être interrogée. Il va y avoir deux révélateurs à ça. C'est un, quelle sortie de crise de la colère des agriculteurs, dont on ne voit pas exactement, parce qu'effectivement, il multiplie les annonces, d'ailleurs bien souvent techniques. On va y revenir dans une minute, si vous voulez. Il multiplie les annonces techniques, on va y revenir, mais Emmanuel Macron va aussi se pencher sur le volet européen de la question, etc. Comment ils vont se sortir de ça, alors que ça fait 22 jours aujourd'hui que Gabriel Attal est à Matignon, et plus de la moitié passée à gérer cette crise en recevant les syndicats, la FNSEA, les JA, les jeunes agriculteurs, quasiment tous les soirs à Matignon, parfois pendant plus de 3 heures. Et pour le moment, il n'en sort pas grand-chose. Et puis le deuxième, Benjamin en parlait, le deuxième point, c'est les élections européennes. Si le camp macroniste, qui prend l'Europe pour ADN depuis 2017, prend une tôle, une claque et une sévère défaite aux européennes, quel sera le destin là, de Gabriel Attal à ce moment-là ? La com, c'est bien beau, mais il y a aussi la confrontation avec le réel. Il y a ETHS qui nous a rejoint dans le chat. Salut. Il y a aussi donc Julot qui était déjà là. Sergio qui nous pose une question. On sent bien qu'il y a une colère qui gronde. Est-ce que ce n'est que le début ? Ishtar qui nous salue, qui vient de nous rejoindre. Click aussi qui nous a rejoint. Gertrude Nidon, pardon, j'ai oublié mes lunettes. Et Sylmorine. Salut à tous et bienvenue. Le discours de politique générale de Gabriel Attal intervient alors que partout en France, les agriculteurs manifestent leur colère. On l'a aussi aux portes de Paris. Et Gabriel Attal, on a dû attendre un petit peu lors de son discours pour qu'il parle enfin des agriculteurs. Cyril, tu peux peut-être jouer ce moment-là.
Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Gabriel Attal et la Bichette qui vient de nous rejoindre. Salut la Bichette. Ça arrive très tard dans le discours de Gabriel Attal. Ça va satisfaire, ça va apaiser la colère des agriculteurs. Peut-être plus une question pour vous, Jean-François. Oui, bon, tout le monde a peut-être déjà vu la réponse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que il y avait pas d'annonce, il y avait rien de précis, et c'est normal parce que les négociations ne sont pas terminées. Tout le monde sait très bien qu'il y a une échéance européenne demain, avec un conseil, que bon, ça peut pas être bouclé tout de suite. Est-ce que ce sera même terminé à la fin de la semaine? On peut même en douter. Donc, et c'est assez habituel. Les conflits d'agriculteurs sont toujours un peu longs. Et puis, bon, donc on sort pas d'une crise comme ça. En général, d'ailleurs, les conflits, on n'en sort pas toujours facilement. Quand les gens sont mobilisés depuis un certain temps, ils montent à Paris avec des tracteurs, ils bloquent partout, ils s'installent. Donc, on sort pas comme ça. Et c'est normal que la pression monte. Alors, c'est un contexte plus difficile que d'habitude pour sortir du conflit. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. C'est ça qui complique les choses pour Gabriel Attal et le gouvernement. D'abord parce qu'il négocie surtout avec la FNSEA, donc le syndicat dominant qui est majoritaire avec les jeunes agriculteurs. Mais le problème, c'est que les négociateurs qui sont en face de lui ont la pression d'organisations syndicales concurrentes. Il y a des élections en 2025, ils sont déjà en campagne. Donc, aux chambres d'agriculture. Aux chambres d'agriculture. Et aux chambres d'agriculture, actuellement, au fond, vous avez deux gros blocs. Une organisation plus droitière, hein, bien entendu, qui est la coordination rurale, et la Confédération paysanne, très à gauche. Et donc, ces deux organisations, évidemment, essayent de montrer qu'elles existent. On voit qu'elles mobilisent avec des formes d'action différentes, elles ne sont pas avec les autres. Et évidemment, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'était de ne pas les inviter tout de suite, de ne pas trop les recevoir. Quand on passe 3 heures, c'est plutôt avec la FNSEA et pas avec eux. Voire même la stratégie que Gabriel Attal a utilisée, d'aller directement voir un agriculteur, Jérôme Bail, dans le Midi, de passer des deals avec lui, etc., et d'essayer d'arrêter les conflits comme ça. Alors tout ça, quand on gère un conflit, si vous voulez, ça indispose certains de vos partenaires, et donc il y a une compétition, bref, entre les organisations syndicales. Ça, c'est le premier contexte. Bien sûr, à l'approche des européennes, donc comme ces organisations syndicales, le monde paysan est toujours très politisé, hein, et c'est historique. Donc là, c'est le cas aussi, avec des élections européennes qui se profilent. Donc ça rend la résolution compliquée. Et puis... ça, c'est le premier élément. Le fait qu'on trouve la même chose dans d'autres pays européens, donc là également, ça crée une dynamique importante, hein, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, etc. Et puis, un dernier point, parce qu'on parlait tout à l'heure des difficultés qu'il a et qu'on a déjà vues dans des conflits dans le passé. Vous avez des ministres qui sont avec vous. Il se trouve que les gens qui sont avec vous, ils sont aussi en compétition avec vous pour les prochaines élections présidentielles. Et dans le passé, je voudrais rappeler quelque chose. Quand il y avait la crise du contrat de première embauche en 2006, Dominique de Villepin est Premier ministre, il y a un conflit, et il raconte à qui veut l'entendre, lui et ses conseillers, que à l'époque, celui qui était ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, était le premier à exciter les troupes de la CGT et les étudiants, surtout ne faisait pas évacuer les universités, bref, s'arrangeait pour que ce soit la pétaudière et que ça affaiblisse son concurrent principal. Et il le raconte à qui veut l'entendre. Alors vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais en tous les cas, il considère que c'est dans son camp que à l'occasion d'un conflit, c'est pour ça que, vous voyez, on est dans un conflit et vous avez des gens qui jouent contre vous, ce qui est quand même, il faut le savoir, assez classique dans pas mal de conflits. Vos ennemis, vous savez, sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, ils sont beaucoup à l'intérieur. Parce que vous en avez dans la période qui s'ouvre, le nombre de personnes qui vont vous glisser les pots de banane est quand même assez important. Glisser les pots de banane à Gabriel Attal. Et à l'occasion des conflits, c'est possible, effectivement, que ça se produise. Alors on n'a pas de boule de cristal, mais cette concurrence d'agenda, si je puis dire, elle va provoquer un durcissement du conflit ?
Ce qu'il faut dire, c'est Je t'ai coupé la chic, excuse-moi. Que Gabriel Attal ne connaissait pas le dossier en arrivant à Matignon, en devenant Premier ministre. Il s'était jamais penché sur un dossier d'agriculteur. C'est complètement une matière qui lui était inconnue. Et effectivement, et ça rejoint ce qu'on disait sur la première partie de l'émission, il a choisi d'emblée de rester sur cette stratégie de la com. Et quand la semaine dernière, il se met en scène avec effectivement Jérôme Bale pour aller lui-même sur un barrage qu'il prétend avoir lui-même levé. C'est sacrément inédit. Voilà, c'est ça, avec ce côté inédit. En allant faire un discours et faire ses annonces à demi assis sur un ballot de paille, posant ses feuilles, c'est ça, sur un ballot de paille, etc. Il y avait quelque chose de l'ordre de « Ah bah c'est bon, il va régler la crise ». Et en fait, on se rend bien compte que non. Nous voilà bientôt une semaine après, 5 jours après, et les agriculteurs continuent d'arriver à Rungis. Il y a déjà ce midi des personnes interpellées, ce qui pose la question de la réponse d'ailleurs du gouvernement, qui a fait jusqu'à maintenant, d'un point de vue sécuritaire, qui avait dit on n'arrête pas des gens qui travaillent. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a redit ce matin au Cas de Vérité sur France 2 qu'il n'était pas question pour lui de considérer que les agriculteurs soient des délinquants. Tout cela pose un ensemble de questions. Et puis, je disais tout à l'heure, quelle sera la mesure en quelque sorte pour sortir de la crise, même si effectivement il faudra attendre demain le Conseil européen, demain et vendredi le Conseil européen, avec la présence d'Emmanuel Macron pour voir si des choses au niveau européen, parce qu'il y a beaucoup de revendications des agriculteurs qui peuvent se dénouer au niveau européen. Donc il faudra voir cette négociation-là. Mais la vraie question qui va se poser ici, chez nous, dans les prochaines heures, c'est de savoir à quel moment la base, comme on dit, va déborder les représentants, la FNSEA, les JA, la coordination rurale. À partir de quel moment ces corps intermédiaires qui ont souvent été négligés dans l'histoire même du macronisme par Emmanuel Macron lui-même et par les premiers ministres qui se sont succédés, à quel moment cette base-là va prendre le pas sur les représentants, et à quel moment aussi l'opinion qui soutient plutôt les agriculteurs aujourd'hui et les revendications des agriculteurs ne va pas elle-même se retourner en disant bah, c'est bien beau, mais nous, nos périphes sont bloqués, nos rocades sont bloquées et nos autoroutes sont bloquées. Jean-François Madieu. Oui, alors de toute façon, les Français tolèrent volontiers les blocages, etc. Alors c'est vrai quand ça les gêne directement, moins dans les sondages. Mais le mouvement des agriculteurs restera quand même soutenu et populaire. On voit ça à peu près dans tous les conflits. Même si ça baisse un petit peu, les retraités trouveront que c'est lâché en lit et qu'il faut arrêter, donc ils seront pas contents, mais globalement, même s'il y a des blocages. Alors après, l'enjeu, c'est plutôt la gestion par le ministère de l'Intérieur des débordements. Et comment on fait? Parce que là, pour l'instant, tout ça est extrêmement géré dans le calme, co-géré avec le ministère de l'Intérieur, donc ça va à peu près. Mais comment ça va avoir des commissariats pulvérisés au purin. Oui, mais jusqu'à maintenant, les policiers ont même parfois guidé. On a vu sur les réseaux sociaux certaines images de policiers qui guidaient les tracteurs. Oui, mettez-vous ici, installez-vous là. Pour le moment, c'est totalement organisé. Bon, au fond, c'est le grand classique. En d'autres temps, on avait autorisé, Darmanin ne veut pas que les agriculteurs aillent jusque dans Paris, aux Invalides, etc. Donc, mais tout ça est parfaitement, au fond, connu, bien géré. Mais il y a beaucoup d'incertitudes parce que la coordination rurale, évidemment, il y a une partie d'entre eux sont très déterminés, et là, ça peut être plus compliqué. Et puis, la Confédération paysanne aussi, parce que là, eux ont plutôt annoncé qu'ils veulent vraiment s'en prendre beaucoup à tous les marchés d'intérêt nationaux, à tous les centres de distribution, les grandes surfaces, etc. Donc, toutes ces formes d'action, là, elles sont quand même... c'est beaucoup plus compliqué pour les pouvoirs publics, ça peut facilement dégénérer. Et puis, dernier élément, je m'arrête, c'est que, ça, c'est nouveau, aux élections aux chambres d'agriculture, la dernière fois, c'est en 2019, il y avait 46%, je crois, de gens qui avaient voté, donc ça avait baissé fortement de 8 ou 10 points. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, surtout les plus jeunes, qui se reconnaissent plus dans les dirigeants classiques. Il faut dire qu'ils sont un peu particuliers. Je parle de ceux de la FNSEA. Pourquoi ils sont un peu particuliers? Non, ils sont un peu particuliers parce que là, on a atteint des degrés, si vous voulez, de proximité avec l'agroalimentaire, le
monde industriel, et puis traditionnellement la FNSEA, c'est le très très gros exploitant qui n'ont rien à voir avec les petits dont on parle en permanence. Donc si vous voulez, c'est vrai que le modèle historique des dirigeants de la FNSEA, toujours proche de la droite ou de l'exécutif, toujours prêt à signer des deals et tout le monde suit, c'est quand même un peu fini. Quand vous en parlez aux gens sur le terrain, même de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs, ils vous expliquent, et même en Ile-de-France, que maintenant il faut faire des assemblées générales, il suffit pas de venir dire aux gars on fait ça, quoi. C'est plus compliqué que ça n'était avant. Donc évidemment il y a toujours un risque, et le risque il sera sur le maintien de l'ordre, parce que Darmanin veut pas envoyer la troupe, mais à un moment donné ça peut être compliqué. Dans le chat, il y a Bitben qui dit Gabriel Attal parle des décisions qui tombent d'on ne sait où. Ce serait pas une rhétorique typiquement europhobe? C'est étonnant venant d'un gouvernement qui se veut pro-européen. Non. Et il y a Rumi qui dit c'est surtout une politique de l'opportunisme. Si cracher sur l'UE peut leur permettre de passer la crise, ils le feront. Macron n'a pas d'attache idéologique. Bon, c'est peut-être un autre débat. Sylmaurine qui nous dit je comprends pas cette différence de traitement. Il n'y avait pas que des chômeurs chez les Gilets jaunes non plus. Gertrude qui répond en plus et plus les corps intermédiaires seront maltraités, plus il y aura de colère. Benjamin Morel. Oui, alors ça renvoie à deux questions. Alors sur le danger, entre guillemets, à traiter de manière très amène ce mouvement, c'est en effet un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui le traitement du mouvement des agriculteurs avec un Gérald Darmanin qui se fait ourson en peluche sur TF1, alors qu'il y a clairement des questions de légalité quant aux actions qui se posent, allez dire demain, quand vous aurez une manifestation écologiste qui enfreindra l'égalité, que là, par contre, c'est très très mal, c'est de l'écofascisme, c'est de l'écoterrorisme, alors que parce que vous voulez sauver la planète et que c'est pas bien de transgresser la loi. Si vous voulez, évidemment, tout ça reste ensuite dans l'esprit commun, dans l'opinion, et sera mis en avant. Alors c'est pas la première fois qu'on tolère des choses des agriculteurs, etc. Mais il y a une question qui va se poser. D'où le fait que, en effet, le maintien de l'ordre et le degré dans la façon dont vous tolérez ou pas une capacité à enfreindre la légalité va se poser. Ensuite, il y a la question de l'Union européenne. Et si vous voulez, là, on a une forme de triptyque de l'enfer pour le gouvernement. D'abord, ça a été dit, on a des interlocuteurs qui ont une marge de négociation relativement limitée, parce qu'ils sont en concurrence entre eux et qui sont débordés par leur base. Donc, à partir de là, négocier avec eux en amont devient difficile. L'autre élément problématique, c'est que vous avez l'opinion contre vous. 9 Français sur 10 qui soutiennent le mouvement, 8 sur 10 qui soutiennent les mobilisations et les blocages. C'est un problème. Et donc, vous pouvez dire, oui, moi aussi, je suis le premier des agriculteurs, moi aussi, je suis un agriculteur et je partage vos revendications. Il y a un moment, ça ne suffit pas. Et la question du maintien de l'ordre se pose avec d'autant plus d'acuité que, en effet, les blocages peuvent désolidariser une partie de l'opinion des agriculteurs, mais souvent quand vous avez des blocages, ça se retourne contre le gouvernement. Mais que fait ce gouvernement qui ne cède pas à ses revendications légitimes et qui fait que je ne peux pas aller chez moi, que je ne peux pas utiliser l'autoroute, etc. Donc, il n'est pas évident que ceux qui commettent les blocages soient ceux auxquels le blocage soit imputé. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que, et j'en viens à l'Union européenne, la marge de manœuvre, elle est quand même européenne en la matière. C'est-à-dire que, oui, très clairement, on a une politique qui a été très, très européanisée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire en interne, avec la PAC notamment, et quand Gabriel Attal parle d'exception agricole française, il fait référence à l'exception culturelle, mais la réalité c'est qu'il y a guère de secteur qui soit justement plus internationalisé, plus européanisé dans son mode de gestion. Et donc vous ne pouvez pas ne pas passer par Bruxelles. Évidemment qu'il y a des choses qui se jouent en interne. On parle beaucoup de surtransposition. D'abord la surtransposition, ça n'existe pas. Là c'est le juriste qui parle. C'est-à-dire que vous avez des directives européennes et ensuite vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement aller plus loin que les objectifs qui sont fixés si vous pensez que ça a un sens, que écologiquement vous pouvez aller plus loin. Donc l'idée qu'on surtransposerait, non, on transpose et on fait un peu plus si on en a envie. Très bien, mais du coup vous reniez sur l'écologie quand vous dites je ne fais qu'appliquer le strict minimum. Donc là il y a des questions qui sont des questions politiques qui se posent. Et quand vous regardez un petit peu à l'étranger, si on veut réutiliser ce mot de surtransposition, on ne surtranspose pas vraiment plus que nos voisins. Donc, si vous voulez, il y a des marges de manœuvre, évidemment. Mais ces marges de manœuvre au niveau national, elles demeurent quand même relativement limitées. Et au niveau européen, la Commission l'a dit notamment, alors on va faire quelques petits trucs sur les jachères, mais la législation au niveau européen, ça prend du temps.
faire passer un acte législatif au niveau européen, règlement ou directive, ça prend énormément de temps. Et donc, régler la situation au niveau européen, qui est plus en pleine campagne européenne, avec un point de gravité au sein des coalitions au Parlement qui inclut les écologistes, eh ben, ça va demander du temps, beaucoup de négociations. Il faut convaincre une majorité qualifiée au Conseil, une majorité au Parlement européen. Il faut que la Commission veuille bien suivre. Ce n'est pas quelque chose que vous réglez du jour au lendemain, même si la crise aujourd'hui n'est pas que française. Jean-François, je vous passe la parole immédiatement. Il y a juste une question pour notre ami juriste. Velka qui demande, il y a la possibilité de désobéir au traité aussi? Non, la réponse est non, il me semble. Bah, si vous voulez, l'Union européenne, c'est pas un État. Question. C'est ça. C'est pas un État, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une organisation internationale et un ordre juridique. Si jamais vous désobéissez individuellement au traité, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que vos partenaires peuvent également désobéir. Et donc, si tout le monde désobéit, c'est l'ensemble de l'ordre juridique qui s'effondre. D'où le fait que la Commission, qui est la gardienne des traités, soit extrêmement sourcilleuse sur ce sujet-là, parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'agriculture, d'immigration, de ci, de ça. En fait, il s'agit de l'ensemble du système qui dépend de cette obéissance des États. Alors, on peut décider de désobéir collectivement. On l'a fait sur d'autres traités. Mais ça implique quand même d'avoir une masse critique d'États qui acceptent de mettre au congélateur une partie de ce qu'ils ont signé, pour ne pas dire la totalité des États. Aujourd'hui, il faut voir, parce que derrière, évidemment, là on se concentre sur l'agriculture, mais il y a les enjeux écologiques. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans leur ADN, beaucoup de gouvernements souhaiteraient mettre ça au congélateur ? De plus en plus, en effet, hein, l'Allemagne, etc. Mais il n'est pas évident que ça passe aussi facilement. Oui. Et puis il ne faut pas oublier que le Green Deal, notamment, si on parle de ça, c'est pas dans la campagne européenne de 2019. C'est quelque chose qui est mis en avant par Ursula von der Leyen et qui lui permet de solidifier sa majorité autour d'elle lors de la nomination de la précédente commission, alors que ce n'était pas elle qui était pressentie pour prendre la tête de la commission. Remettre ça dans son ADN en cause, ça veut dire que le mandat de la précédente présidente de la Commission européenne, candidate à sa succession, est mis sur le banc des accusés et est considéré comme étant en soi dans son ADN problématique. Vous comprenez bien qu'à la veille d'une élection européenne, c'est difficile. Je pense que tu as très bien répondu à Velka-Nivelle. Jean-François, pardon. Oui, non, je voulais juste revenir un instant sur la question des annonces, des déclarations de Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur le maintien de l'ordre. Et effectivement, ce qui peut paraître comme du deux poids, deux mesures. Il faut juste rappeler que de tout temps, dans les conflits, quels qu'ils soient, il y a toujours eu beaucoup d'actions illégales. Bon, c'est un grand classique. Maintenant, elles sont plus ou moins acceptées, tolérées. On les a, même si, bien sûr, une fois de plus, tout ça, vous n'avez pas vocation à occuper des ronds-points, à mettre des palettes, à allumer un feu avec des poubelles, ou etc., ni à bloquer des routes. Mais simplement, après, ça se fait avec l'accord et l'acceptation. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de ronds-points étaient occupés, personne n'a pris la décision d'aller les faire évacuer, les choses étaient relativement gérées, même au début des Gilets jaunes, même quand c'était des parcours non autorisés, malgré tout ça pouvait être accepté. Après, le problème auquel est confronté le mouvement social, par exemple, les grandes manifestations sur les retraites, les 1er mai, etc., depuis maintenant presque une dizaine d'années, pour prendre un autre exemple, hors Gilets jaunes, mais on a observé aussi pour les Gilets jaunes, c'est que les mouvements sont infiltrés par, comme on le sait, beaucoup de gens complètement incontrôlés, de groupuscules divers et variés, parfois très importants, comme chacun le sait, les fameux Black Blocs, etc. Et ça, c'est une réalité. Donc, mais bien entendu, c'est complètement différent des mouvements d'agriculteurs. Vous ne trouvez pas ça dans les mouvements traditionnellement d'agriculteurs. Et d'ailleurs, là, une fois, je crois qu'il y a eu une tentative d'infiltration sur un des points de blocage, et naturellement, les gens de la FNSEA sont empressés de me demander aux gendarmes d'éviter que ça puisse se produire, etc. Et puis d'autre part, c'est des formes d'action qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Vous mettez 80 tracteurs et 200 personnes ou 300 sur un point en dealant avec les gendarmes, c'est quand même facile. C'est pas une manifestation avec plusieurs milliers de personnes en ville. Et d'ailleurs, même dans les formes d'action illégales, vous comprenez bien, les agriculteurs qui sont là avec leur outil de travail et leur tracteur n'ont pas commencé à rentrer dans les chars, se mettre etc. Donc en réalité, vous avez, par définition, en raison de la configuration, on n'est pas en ville, on n'est pas, etc., il n'y a pas d'infiltration, une fois de plus. Ce qui rend beaucoup moins probable les affrontements avec les forces de l'ordre, c'est pour ça qu'évidemment, elles ne vont pas se produire.
Et donc, en fait, je sais que ce que je dis peut paraître bizarre, mais très franchement, par rapport à beaucoup d'autres types de mobilisation qu'on connaît, il n'y a pas les mêmes problèmes de débordement. Et du coup, problème de maintien de l'ordre aussi. Alors, sachant que je n'oublie pas que tout ce qui a pu se passer, évidemment, depuis maintenant plusieurs années, le nombre de blessés assez ahurissant dans les doctrines de maintien de l'ordre, etc. Ça, bien sûr, je ne l'oublie pas. Mais il faut bien voir la différence entre les mouvements d'agriculteurs et les autres, quoi. C'est évident. Et c'est pas la responsabilité ni des Gilets jaunes, ni de la CGT, si c'est comme ça. C'est parce que c'est des types de mouvements où il va y avoir de l'infiltration de gens qui sont pas là pour la même chose que vous. Voilà. Et il y a moins de chances que le mouvement des agriculteurs soit infiltré. Ah oui, beaucoup moins. Dans les mouvements, oui, c'est exactement ça. Les chances qu'il y ait des infiltrations dans les mouvements d'agriculteurs, c'est beaucoup plus limité. Ça pourrait, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la Confédération paysanne, peut-être la coordination rurale, il pourrait y avoir un petit peu, mais en fait, pour l'instant, on l'a pas trop vu. Et pas en tous les cas pour l'essentiel. Mais c'est aussi par la nature, je dirais, des actions. Ça peut être quelques éléments incontrôlés. Alors ceux qui ont fait sauter, je crois, au tout début du mouvement, des locaux, c'est pas d'une MSA, mais dans le Midi, des gens ont fait sauter des locaux avec des explosifs. Bon, ça, je sais pas qui avait fait ça. Mais le reste du temps, la MSA qui a brûlé, c'est une erreur. Bon, c'est un peu de la bêtise, mais c'était pas une intention de mettre le feu. En fait, non, dans le mouvement agricole, d'ailleurs, il n'y a jamais eu les mêmes problèmes dans le mouvement agricole. Non, je sais pas, vous avez là. Non, pas du tout, pas du tout. Dubitatif, non, Paul. Non, pas du tout, absolument pas. Je pense qu'il y a deux autres difficultés au-delà de ça pour le gouvernement. C'est la difficulté à bien cadrer les revendications et à comprendre toutes les revendications. Certes, la FNSEA a envoyé une liste de revendications, mais moi, je me souviens en début de semaine, un conseiller d'Emmanuel Macron qui m'a dit on a un peu un problème, c'est que d'un département à l'autre, les agriculteurs réclament pas forcément la même chose. C'est hyper dur de répondre à tout le monde. Ce qui, déjà, au niveau du cadrage politique, pose une difficulté. Et la deuxième, c'est à appréhender les représentants de ces agriculteurs. Qui sont-ils ? Est-ce que la FNSEA a légitimité à parler au nom de tout le monde ? Est-ce qu'il faut recevoir tout le monde ? Et d'ailleurs, je note que Gabriel Attal a reçu ce matin d'autres représentants encore, notamment de la Confédération paysanne et de la coordination rurale. Donc il y a une difficulté aussi à appréhender ces mouvements, là même où le macronisme s'est aussi construit sur une forme d'affaiblissement des syndicats, alors des syndicats traditionnels, la CGT, la CFDT, mais ça vaut aussi dans ce secteur agricole, sans avoir probablement une connaissance suffisamment profonde de l'écosystème même de la FNSEA. Et est-ce que la Macronie, est-ce que les conseillers, l'entourage d'Emmanuel Macron a suffisamment de relais aujourd'hui au sein de la FNSEA pour complètement prendre le pouls de ce mouvement qui se joue aujourd'hui autour des agriculteurs? Je ne sais pas, et je pense que ça rajoute une difficulté supplémentaire. Il y a une difficulté, en effet, quand vous avez un interlocuteur qui est en situation de faiblesse. Si jamais vous passez par-dessus sa tête, ce qui a été fait avec Jérôme Bail, etc., vous prenez le risque, de le fâcher, puis de l'affaiblir un peu plus. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas. Parce que Jérôme Bail, derrière, il a été moqué sur les réseaux sociaux pour avoir soi-disant donné son numéro de téléphone à Christophe Béchu, pour avoir tapé dans la main de Gabriel Attal. Et la FNSEA était pour le moins pas contente, voilà. Même que les autres syndicats. De l'autre côté, mais en même temps, si jamais vous ne le faites pas, vous prenez le risque de vous adresser en réalité à un fantôme, en tout cas à quelqu'un qui ne peut pas vraiment vous donner de réponse. Et donc cette absence d'interlocuteur tout à fait fiable aujourd'hui pour le gouvernement, dans le sens qu'il pourrait réellement dealer avec, on est très très loin de la gilet jaunisation du mouvement. Enfin, je parle sous le contrôle de François, mais on a beaucoup fait le parallèle avec les gilets jaunes. Je crois qu'on est en effet dans quelque chose de très 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 différent. Mais le risque d'avoir des interlocuteurs affaiblis, ce qu'a voulu le gouvernement dans un premier temps, en effet, en marginalisant les corps intermédiaires, et pour un gouvernement, la pire des situations. Avoir un interlocuteur, même s'il n'est pas d'accord avec vous, avoir un interlocuteur, même s'il ne vous veut pas du bien, c'est au moins rentrer dans un processus potentiel de sortie de crise. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, vous avez un enquistement du mouvement, et cet enquistement, vous ne pouvez pas réellement s'en débarrasser. C'est vrai que ce qui a été fait vendredi par le Premier ministre est décidé, c'est-à-dire
d'aller faire des annonces et de la mise en scène qui a été faite avec Jérôme Bail, donc le pauvre qui effectivement a été menacé de mort après, etc. Mais c'est vrai que c'est une opération de contournement qui est assez étrange parce que des syndicats et de la FNSEA en premier, donc c'est quand même curieux d'avoir pris une telle décision. Alors, elle n'a pas été forcément totalement, inefficace parce que vous aurez noté que la situation s'est un petit peu détendue en Occitanie, malgré tout. C'est plutôt actuellement en Bretagne aujourd'hui, où là d'ailleurs c'est plutôt inquiétant pour le coup parce que ça mobilise pas mal. Mais en Occitanie, peut-être que la méthode, mais alors ça supposerait qu'ils fassent la même chose à chaque fois. Une fois les viticulteurs, une autre fois les différents types d'agriculture, et des leaders locaux. Mais c'est vrai que le choix était assez risqué et assez macronien, c'est-à-dire avec l'idée qu'on va se mettre au milieu des gens et on va directement s'adresser à eux, et en squeezant les corps intermédiaires, les organisations syndicales plus précisément qui servent à rien et qu'on va marginaliser. Et ça, c'est un peu bizarre. Et puis aussi quelque chose quand même qui est, une fois de plus, je reviens sur ça, dès le début, ça a été reproché par les syndicats agricoles. Il avait oublié au début d'inviter la coordination rurale et la confédération paysanne. Il avait vraiment oublié. Je sais pas, vous avez vu, tout de suite, les gens ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc quand vous recevez les organisations syndicales, par exemple de salariés et patronales, mais vous les recevez toutes. Enfin, c'est tellement évident. Et là, la façon de le faire, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais on voit que bon, après, qu'il n'ait pas les mêmes relais dans le monde agricole que par le passé, c'est possible, hein. Mais Marc Fesneau est ministre, par contre, depuis un certain temps. Oui, mais il a moins de... Je crois qu'il soulève moins l'adhésion chez les agriculteurs que Julien Denormandie, qui lui non plus ne connaissait pas spécialement le dossier et qui est loué aujourd'hui. Et plusieurs convoquent son souvenir en disant il nous a beaucoup reçus, il nous a beaucoup traités, il n'aurait pas fallu qu'il parte. Ce qui a par ailleurs, ça n'a pas de lien, mais ravivé les rumeurs sur le fait que le nom de Julien Denormandie circulerait pour éventuellement prendre la tête de liste dans ce contexte du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, pour les élections européennes. Mais oui, je crois que l'affaiblissement de ces corps intermédiaires, de fait que le gouvernement va à un moment se retrouver en manque d'interlocuteurs et du coup de manque de prise, au-delà de pouvoir en sentir le pouls, mais de manque de prise sur ce mouvement et de savoir exactement comment il peut évoluer et jusqu'où il peut tenir. Et est-ce que, par exemple, il peut tenir jusqu'au Salon de l'agriculture, qui sera... là encore, un rendez-vous éminemment politique, traditionnellement ouvert et inauguré par le président de la République. Ce sera le 24 février de mémoire pour Emmanuel Macron, un samedi, où chaque année il bat des records de temps de présence dans les allées. Et il y aura dès le lendemain ou le surlendemain Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ont déjà pris leur ticket d'entrée pour aller eux aussi au contact des agriculteurs dans ce qu'il convient d'appeler la plus grande ferme de France. Et il y a déjà eu un conflit, il n'y a pas très longtemps, d'agriculteurs déjà, et au moment du conflit du salon de l'agriculture, c'était très chaud avec des gens qui s'étaient infiltrés, et puis parfois les politiques sont mal accueillis, ou certains d'entre eux. Donc c'est là. Alors bon, faire durer le conflit jusqu'au salon de l'agriculture, ça va peut-être être compliqué, mais que ce soit un salon agité, c'est possible. Et puis il y a une question de relais, on l'évoquait. Il n'y a pas seulement, les relais syndicaux. Mais vous aviez naguère des partis politiques organisés, oui, avec des relais sur le terrain, des élus locaux, des grands barons, des députés qui cumulaient et qui, en milieu rural, pouvaient quand même servir d'intermédiaire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le gouvernement a eu plutôt un bon réflexe par rapport à la localisation du conflit, de donner la main au préfet. Mais on a vidé de sa substance l'administration déconcentrée depuis des années. Donc il faut voir que les grands éléments, base, sommet, qui structurellement tenaient un peu le pays, cumul des mandats, partis politiques et administration déconcentrée, sont aujourd'hui particulièrement affaiblis dans une situation où, en plus, politiquement, le champ politique local est dominé par des forces politiques qui ont assez peu de relais au
niveau national et des forces politiques au niveau national qui ont assez peu de relais au niveau local. À savoir les Républicains au niveau local et Emmanuel Macron au niveau national. Éventuellement les radicaux, le PCF, et au niveau national, Emmanuel Macron évidemment, puis voire l'AFI et le RN. Mais en réalité, cette dualité des champs, elle est assez exceptionnelle dans notre histoire et ça explique également ces manques de relais. De l'autre côté, vous avez une situation politique qui est évidemment une situation politique de politisation, parce que vous faisiez référence à Marine Le Pen. Que vise Marine Le Pen? Elle vise peut-être pas d'abord l'électorat agricole, d'abord parce qu'il est relativement orienté politiquement déjà, et il n'y aura probablement pas de masse d'agriculteurs qui vont voter RN, et de toute façon, électoralement, ça pèse pas tant que ça. En revanche, la ruralité, c'est un symbole. Ça renvoie aux traditions, etc. Et donc, on voit que sur ce sujet-là, qui plus est en télescopage avec la question des européennes, vous avez une vraie lutte symbolique qui s'engage entre, d'un côté, la majorité et le Rassemblement national. Ça devient très payant politiquement, surinvesti politiquement, et donc, au-delà même des solutions qui peuvent être apportées au conflit, il y a une politisation générale qui fait que pour le gouvernement, c'est délétère. Synapse dans le chat nous dit les profs sont en grève demain, est-ce que la cohabitation avec les agriculteurs va bien se passer? C'est pour vous, Jean-François. La cohabitation. Il n'y a pas de rapport. Non. Je pense que derrière la question de Synapse, il y a, est-ce qu'il y aura une convergence peut-être des luttes? Est-ce que ça va se contaminer, si je puis dire? S'étendre? Oui, alors en fait, le problème, c'est que les agriculteurs et les organisations syndicales ne veulent surtout pas de convergence. Parce que là, on n'est plus du tout sur les mêmes symboles. Oui, eux, ils ne veulent pas. Et alors, effectivement, mais en termes de type de préoccupation, c'est un petit peu différent, parce que le monde des enseignants, pour une part, peut ne pas être sensible à toutes les revendications agricoles. Par exemple, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, etc. Il peut y avoir quelques nuances. Non, mais si vous voulez, c'est deux mécontentements de nature complètement différente. Il n'y a pas vraiment là de convergence possible. C'est plus facile, si vous voulez, avec des pêcheurs en Bretagne, comme ça se produit, ou des artisans éventuellement. C'est des logiques poujadistes, comme on dit. C'est plus facile de ce type de... Ou les routiers, il peut y avoir des convergences plus naturelles qu'avec le monde de la fonction publique et des enseignants. Le monde des enseignants, on n'a pas le temps d'en parler. Par contre, il faudra voir les participations demain. Et surtout, là, on n'a jamais vu... même Claude Allègre n'avait pas fait aussi fort, ancien ministre de l'Éducation, qui avait bien sûr échoué. Mais on a... c'est un cas d'école. Moi, mes étudiants, je forme en relations sociales. On leur dit toujours, quand vous prenez vos fonctions, vous faites jamais, mais jamais. Vous commencez pas, en prenant vos fonctions, par critiquer les gens que vous allez gérer. Vous dites qu'ils sont extraordinaires, c'est la base. Oui, je vous dis, ils sont géniaux, je les adore, vous faites un boulot formidable, même si vous le pensez pas, et même si vous pensez, etc. Mais jamais, vous pouvez pas faire des trucs pareils. Donc, de A à Z, je préfère même pas faire la liste, mais de A à Z, c'est tellement énorme, on a tellement jamais vu ça, qu'un ministre de l'Éducation puisse le faire, se tirer à ce point des balles dans les pieds 10 fois, que vous dites que c'est quand même très dur aujourd'hui pour les préfets et pour tout le monde à l'éducation, c'est quand même incroyable. Alors, sachant que ça peut être les syndicats finalement réclament moins la démission, même s'ils le disent demain. Parce que vous savez que quand vous avez un ministre totalement affaibli et carbonisé, c'est pas mal. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Voilà, parce que c'est aussi et Oudéa Castéra a été tellement affaibli que effectivement, voilà. Et d'ailleurs, elle aura du mal à dire après, et ses équipes auront du mal à dire non, finalement, on peut pas vous donner d'enseignants à l'école littrée si vous en demandez. Bien sûr qu'ils les auront et tout de suite. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo s'est empressée de dire vous allez mettre des postes enseignants partout dans Paris, puisqu'il paraît qu'il y en a. Voilà, il y a des problèmes de remplacement. Donc, non, mais c'est pour vous dire que syndicalement, et c'est aussi un grand classique, quand vous avez bisuté quelqu'un qui s'est bisuté de lui-même, qui a été un peu affaibli, finalement c'est plutôt pas mal. Donc vous faites un peu semblant de demander sa démission en vous disant finalement qu'il reste là, c'est très bien. Convergence des luttes, je crois pas. Ce sera peut-être ma conclusion, comme ça tu éviteras de me poser la question piège. Salaud. Convergence des luttes, je crois pas. En revanche, accumulation des crises et des problèmes, sans aucun doute. J'ai envie de dire bienvenue dans l'enfer de Matignon pour Gabriel Attal. C'était le mot de la fin de l'état de grâce est passé. C'était le mot de la fin de Paul Barcelone. Le mot de la fin de Jean-François Amadieu. Jean-François, votre mot de la fin, c'est ma question pas sympa. Le mot de la fin, l'accumulation, oui. C'est vrai que là, on va vivre quelques années de fin de règne, mais qui vont être quand même assez extraordinaires et compliquées socialement aussi. Le mot de la fin de Benjamin Morel, peut-être? Ça sera un peu dans le même thème.
système, hein, c'est-à-dire que vous avez une accumulation de problèmes et, ce qui est peut-être encore plus problématique pour le gouvernement et pour Gabriel Attal, des gros boulets aux pieds pour les régler. Boulets aux pieds financiers. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui il y ait les marges de manœuvre pour éteindre les conflits sociaux à coups de milliards comme lors de la crise des Gilets jaunes. Et de l'autre côté, incapacité législative parce que pas de majorité. Donc aller éteindre des feux sans eau, c'est un sacré job de pompier. C'était le mot de la fin de Benjamin Morel. 13h pile, passé de 55... chouette, on est très à l'heure. 57 secondes. Merci Jean-François Madieu, merci Paul Barcelone, merci Benjamin Morel. Je vous chasse du plateau. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous s'être transporté au 3e étage de la Maison de la Radio. À bientôt, j'espère. Et j'accueille mon 2e plateau. Bonjour Florence Houillot. Mettez-vous où vous voulez, peut-être là par exemple. Oui, par exemple. Et Sabine, vous pouvez vous mettre là, si vous le souhaitez. Antoine, si ça te va, tu te mets là. Allez, c'est parti. Salut, merci messieurs, et à très vite. Chers amis, bienvenue au 3e étage de la Maison de la Radio, dans le studio 3F74. On quitte les blocus sur les autoroutes, le gouvernement aux abois, pour aller faire un tour dans ce qui se passe dans nos têtes, pour aller fouiner dans les recoins parfois retors de nos cerveaux, à l'heure où certains disent qu'ils sont en péril à cause des écrans et des réseaux sociaux. Des écrans qui enferment la jeunesse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Alors sommes-nous malades des écrans? Sommes-nous malades des réseaux sociaux? On va se poser la question donc avec nos 3 invités que je vous ai quasiment déjà présenté. Bonjour Florence Houillot, vous êtes co-auteur de La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre, paru à l'échappée. Vous êtes par ailleurs cofondateur et coprésident de Lève les yeux. J'ai tout bon à peu près. Vous avez un micro, pardon. Ah oui, je vous ai pas expliqué. Vous avez chacun un micro, il faut lui parler bien dedans parce qu'ils sont très directionnels. Sabine Duflo, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes thérapeute familiale, spécialiste des écrans et membre de l'ARCOM. Bienvenue. Et nous devions avoir en duplex avec nous depuis Rennes Séverine RL. Séverine qui est maîtresse de conférences en psychologie cognitive et ergonomie. Séverine RL qui avait un point de vue un peu différent peut-être à nous apporter, mais que nous n'avons pas pu joindre ce midi pour des raisons techniques. Donc nous en sommes navrés. C'est donc Antoine Deyana, un estimé confrère, journaliste à France Info, qui a bien travaillé le sujet, notamment avec Séverine, et qui va porter peut-être un peu de sa voix et échanger avec nous. Salut Antoine. Salut. Et bienvenue donc chez toi. On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. Il faut qu'on ait un consensus scientifique, a expliqué Emmanuel Macron il y a 2 semaines lors de sa conférence de presse donnée à l'Élysée. Pourquoi il n'y a pas de consensus autour des écrans? Est-ce que c'est dangereux les écrans? Les questions ne sont pas attribuées, répond qui veut. Sabine peut-être. Alors déjà c'est très récent ces écrans nomades. Pour faire des études, il faut du temps et la technologie, elle avance beaucoup plus vite. Donc quand on sort des études, en général, elles sont déjà périmées au regard des avancées technologiques. Mais il y a des études faites sur les réseaux sociaux, sur les effets. Ce sont des corrélations parce qu'on est en sciences humaines. Donc on trouvera toujours que des corrélations. Mais globalement, ce qu'on trouve, c'est que plus le temps d'utilisation est important, c'est-à-dire au-delà de 3-5 heures par jour, on a des effets sur le sommeil, sur l'humeur, davantage d'anxiété, de tristesse, des difficultés aussi à se concentrer, qui vont du coup entraîner aussi une baisse de l'estime de soi, etc. Et chez les gros utilisateurs, ces traits sont poussés à l'extrême. Oui, même si c'est toujours difficile de prouver une corrélation directe, les écrans font partie d'un environnement plus large avec d'autres facteurs potentiellement nocifs pour les personnes. On a quand même beaucoup d'études déclaratives, scientifiques et un lien causal de plus en plus épais, solide, tangible entre des utilisations notamment de réseaux sociaux et des cas de dépression, de mal-être, de malaise, voire des cas très graves. Donc le dossier s'étoffe de plus en plus et aujourd'hui on compte plus le nombre d'études qui paraissent, qui montrent bien les méfaits des écrans, notamment quand on dépasse, comme Sabine le disait, plusieurs heures par jour. Donc la causalité, voilà, c'est un vieux sujet. Le tabac, il y a eu ce débat-là. La malbouffe, il y a eu aussi. Il y aura toujours ce débat quand des gens voudront discuter ce lien. Néanmoins, il commencera à être argumenté et tangible. Pardon Antoine, je t'en prie, vas-y. Du coup, moi, juste pour revenir par rapport à cette notion d'études qui sont réalisées, qui en effet évoluent très rapidement, déjà noter qu'il y a des études assez récentes dont on va parler au cours de ce débat et qui montrent que... alors c'était pas un débat, c'est une discussion. Cette discussion. Mais voilà, l'idée c'est aussi de montrer quelques chiffres sur la réalité de la consommation des adolescents, mais aussi des jeunes enfants. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand même, je pense qu'il faut faire attention à la façon dont
on met en avant certains points, peut-être de façon caricaturale, sur la consommation des jeunes enfants, de façon excessive aux écrans. Et c'est pour ça en fait que moi, tout au long de cette discussion, je discuterai un petit peu de ces études qui montrent quelques chiffres et on pourra après en discuter. Mais alors justement, Sabine, c'est amusant parce que vous parliez, vous, des écrans nomades, par exemple. Vous, Florence, vous parliez des réseaux sociaux. La problématique est donc très protéiforme. De quoi parle-t-on ? Pas tant que ça, on parle des deux. Le smartphone a changé considérablement nos existences à tous, parents, enfants, les plus petits aussi. Donc le smartphone, ça fait 10-15 ans que ça existe. 80% des Français en ont. Ça, c'est une étude tangible, taux d'équipement des Français. Et qu'est-ce qu'on fait sur un smartphone ? On est essentiellement sur des réseaux sociaux, des plateformes de divertissement, de communication, et on regarde de la vidéo. On n'est pas en train de bloguer sur de l'histoire de l'art, où on peut faire plein d'autres choses, on est d'accord, mais dans les grandes masses, ces usages-là, qui sont encore une fois décrits, prouvés techniquement, j'ai envie de dire, sont très clairs. Aujourd'hui, on est dans un Internet du divertissement qui enrichit énormément des acteurs privés qui développent et détiennent des plateformes de réseau social. Donc, on parlera parfois de smartphone, d'écran, de réseau social. C'est imbriqué. Il y a pas de... Pour moi, c'est vraiment imbriqué et les deux vont de pair. Qui sont là donc plus pour capter votre attention que pour vous apprendre quelque chose, c'est ce que vous dites ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont parmi les applications les plus addictives. C'est celles qui se rémunèrent sur le temps passé à les utiliser, à la différence de beaucoup d'autres choses. Donc effectivement, ça a un lien direct avec la captation de l'attention, les risques d'addiction, de temps, plus de 10 heures passées par jour sur les écrans. Aujourd'hui, il est passé sur ces plateformes-là, effectivement. Sabine Duflot. Oui, je rejoins ce que dit Florence, c'est-à-dire que moi je ne travaille pas à partir d'études, ensuite je vais voir les études, mais je travaille sur le terrain. Et de formation, je suis thérapeute familial systémique, c'est-à-dire je pense qu'on ne comprend un sujet qu'à partir de l'environnement dans lequel il grandit. Et aujourd'hui, à partir du moment où on sait que les jeunes, c'est en moyenne 6-7 heures sur le portable, sur le téléphone portable, c'est sûr que leur environnement n'a plus rien à voir avec celui dans lequel j'ai grandi ou mes parents ont grandi. Donc quand je travaille avec un jeune, je me demande qu'est-ce que tu fais, raconte-moi ta journée. Je lui demande de le raconter du matin au soir. Et puis, je vois qu'il passe évidemment beaucoup de temps sur son téléphone portable. On le sort, ce téléphone portable. Maintenant, le temps d'étude, c'est facile. Il est noté aussi sur notre téléphone et aussi les applis qui sont consultées. Et finalement, ces temps, ça rejoint ce que disent les études, mais moi, c'est en live, c'est du direct. Donc, c'est des temps de 8-10 heures par jour, essentiellement, effectivement, sur les réseaux sociaux pour les filles. Les garçons, ça va être plus les jeux vidéo, et filles et garçons se rejoignent sur les séries. Et les jeunes que je vois ne viennent pas parce qu'ils m'ont pas déclaré j'ai un problème, je vais tout. C'est un problème de jeux vidéo, j'ai un problème d'addiction à l'écran. Évidemment. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent parce que ils veulent plus se rendre au collège, ils se sentent épuisés, ils ont du mal à dormir, ils ont du mal à se concentrer. Et pour ça, ils disent je sais pas pourquoi, je fais mes devoirs, j'essaye et puis je retiens pas. Donc ça, c'est les deux problèmes numéro un, ce problème de sommeil et ce problème de concentration ou d'attention qui est vraiment en lien avec le temps passé sur son portable, sur les réseaux sociaux, en particulier la nuit. Antoine et Yana. Oui, alors juste sur la consommation, peut-être qu'on redonnera les chiffres sur le temps réel, le pourcentage réel de jeunes qui aujourd'hui passent plus de, par exemple, de 4 heures sur les réseaux sociaux. Parce que quand on le regarde à l'échelle nationale, c'est beaucoup moins qu'on ne le pense. Par contre, c'est combien à peu près ? Par exemple, sur les très jeunes enfants, il y a une étude de l'année dernière... Je ne contredis pas ce que vous disiez. Non, pas du tout. Mais sur les jeunes enfants, sur une étude de l'an dernier menée par l'INSERM, qui montre que, par exemple, sur un temps moyen chez les 2 ans, les enfants de 2 ans, on est à peu près à moins d'1 heure, 56 minutes. Sur les 3 ans et demi, à peu près 1h20. Sur les 5 ans et demi, 1h34. Sachant que les recommandations de l'OMS en temps d'écran, c'est pas d'écran avant 2 ans et moins d'1 heure entre 3 et 5 ans, quoi. Donc voilà, il y avait ce petit point-là, mais après on pourra en reparler. Moi, je parle des ados, là, aujourd'hui. C'est vraiment la tranche d'âge qui m'intéresse. J'ai beaucoup travaillé sur les petits, et puis voilà. Et là, les temps d'ados, ça correspond exactement aux chiffres qui ont été donnés par l'Ipsos. Alors l'Ipsos, il donne des temps différenciés, mais c'est intéressant de prendre des temps aussi cumulés. On arrive à 7 heures par jour à peu près, sachant que évidemment c'est un peu grossi, parce que souvent les jeunes maintenant regardent un écran tout en consultant leur téléphone portable, etc. Mais moi, je vous dis, je travaille pas
à partir d'études, je travaille à partir de ce que le jeune me montre dans la consultation de CMP où je suis dans le Loiret, voilà, et où il ne vient pas me consulter spécialement pour des problèmes d'écran. Hein. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce que vous dites, et ça je rejoins, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeunes pour qui c'est un problème. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui pourra jamais remettre en cause que le fait d'être très présent sur les réseaux sociaux, de consommer trop d'écran en général ou de numérique, ça peut amener à des problèmes. On va en parler de dépression et autres, et on peut être amené à consulter. Voilà. Mais donc du coup, en fait, de ce point de vue-là, vous allez voir très certainement des jeunes qui ont ce problème. Donc forcément, ça vous donne une vision de jeunes qui ont ce problème. Mais les jeunes qui n'ont pas de problème vis-à-vis de leur consommation d'écran ou de réseaux sociaux, eux, par définition, ne vont pas venir vous voir. Et donc c'est là où du coup l'étude vous permet d'avoir peut-être une vision plus macro des choses. Vous avez raison, mais ce qui est assez inquiétant, c'est que les problèmes de santé mentale chez les jeunes ont considérablement augmenté sur ces 3 dernières années. On a imputé au départ cette augmentation à le fait au Covid, évidemment, mais les jeunes étaient déjà confinés avant le confinement. Je vous donne quand même quelques chiffres qui sont énormes. Robert Debré, qui est un des plus gros hôpitaux là, de la région, a été cité dans le rapport du Haut Conseil de la famille et de l'enfance, et il a noté que le nombre d'admissions pour tentatives de suicide a augmenté de 299% entre juillet et août 2019 et mars 2021, et que depuis 2021, on compte plus de 40 admissions pour tentatives de suicide par bimestre. C'est 2 fois plus qu'avant 2020 et 4 fois plus que durant 2011-2017. En Angleterre, on observe un doublement des cas d'automutilation chez les 9-12 ans sur cette même période, selon le docteur Pichot, qui est aussi à l'ARCOM comme moi. Et je cite un autre pédopsychiatre qui dit que depuis 2019, les chiffres ont littéralement explosé, avec plus de 126% de passages aux urgences pour des idées suicidaires chez les 11-17 ans et une augmentation de 30% des tentatives de suicide. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai travaillé entre septembre 2020 et janvier 2023 dans une unité psychiatrique fermée pour jeunes 11-17 ans. Normalement, c'était plutôt 12-17 ans, mais en fait, la tranche d'âge sur ces dernières années est devenue de plus en plus précoce. Et alors qu'avant, il y avait en gros filles et garçons, c'était à peu près équitable. Là, c'était essentiellement des filles avec des idées suicidaires, des troubles anxieux et des pratiques de scarification extrêmement fréquentes et répétées. Et donc moi, évidemment, j'ai posé aux jeunes filles systématiquement qu'est-ce que tu faisais avant d'entrer ici à l'unité, parce qu'une fois dans l'unité, le portable elle n'avait plus le droit de l'utiliser. Et en fait, c'était des taux d'utilisation des portables. Là, on était sur du 15-20 heures par jour, jour et nuit. Et ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte, du coup, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait, essentiellement des réseaux sociaux, Snap, Insta, TikTok. TikTok a très vite caracolé en tête à partir de 2021, par là, 2022. Et ce que j'ai bien vu, c'est qu'à la fois, si vous voulez, ces réseaux sociaux, ils vont appuyer là où c'était déjà fragile, mais vraiment en faisant exploser cette fragilité, là où peut-être ça se serait passé différemment dans un monde sans ces réseaux sociaux, et que par ailleurs, ça pouvait aussi faire émerger des choses qui n'étaient pas là, Et donc, il y a eu un rapport récemment d'Amnesty International sur TikTok uniquement, sur la façon dont ils procèdent, sur l'algorithme. Et là, j'ai vraiment retrouvé les jeunes que je voyais. Alors, je fais une pause chat parce que nos propos sont urticants pour plein de gens qui nous regardent, mais on s'y attendait un petit peu, c'est pas grave. Il y a JBV qui nous dit, en fait, on parle d'une minorité de jeunes dont l'écran a un effet néfaste, et comme d'habitude, on va en faire une généralité, tandis que Jet Set dit, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est ridicule. Pardon, c'est pas ridicule. Baisse de l'attention, je suis développeur, j'aimerais savoir qui est sur le plateau. Peut-être, faudrait peut-être se concentrer aussi longtemps à résoudre des problèmes complexes. Certainement, aucun des invités ne passe minimum 8 heures par jour devant un écran. Bon, parce que visiblement, lui passe 8 heures par jour devant un écran. L'usage des écrans, c'est là où c'est intéressant, cette deuxième partie de l'affirmation de Jet Set, c'est l'usage des écrans. C'est pas tant ça le problème, c'est le contenu. Ah oui, mais il a vraiment raison. Oui, bien tout à fait. Mais c'est ce qu'on a commencé à dire. S'il était un peu attentif, il aurait noté que... Attention, vous allez fâcher Jet Set. Nous n'avons pas parlé... Nous avons parlé des contenus. Les contenus, c'est très important, et le joint au temps, évidemment. Parce que si les développeurs, je pense que moi je peux en parler aussi, parce qu'il se trouve que je vois bien comment ça fonctionne aussi, le code, développer des applications, etc.
il sera, à mon avis, d'accord avec le fait qu'il développe dans un certain sens des produits, des services, des plateformes, des applications, etc. Et donc tout ça est fait dans un but donné. C'est-à-dire qu'on a toujours, nous, un peu le mirage de c'est technique et compliqué, donc c'est neutre, ça dépend uniquement de l'usage qu'on en fait. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les grandes entreprises, les GAFAM qui développent des produits extrêmement addictifs le font en connaissance de cause. Depuis 2019, on l'a vu avec Francis Haugen chez Meta, qui montrait bien qu'ils avaient les études qui montraient que le taux de dépression chez les jeunes filles explosait aux États-Unis et qu'ils avaient privilégié les profits à la santé des utilisateurs. Ils le font toujours. C'est le cas de TikTok, c'est le cas d'Instagram, donc la même maison que Meta, de Snapchat, de tous ces réseaux, de YouTube. Donc ces entreprises embauchent des développeurs, des neuroscientifiques, des gens qui font du marketing avec un but très précis, c'est de vous faire passer le maximum de temps dessus et de récolter des données et des revenus pour les annonceurs. Le modèle, le cœur du réacteur de ces plateformes, c'est la publicité, qui sont quand même parmi les entreprises les plus puissantes du monde actuel, il faut le dire. Enfin, donc, quand on dit, quand on est développeur, je pense qu'il y a une sorte de petite dissonance qui se crée. On se dit, mais on voit bien que la technique, là, elle est faite dans un but précis d'orienter et que c'est pas juste un écran où on en fait ce qu'il veut, etc. Donc, ces plateformes favorisent les contenus violents, la pornographie, les contenus saillants. Et c'est ceux-là qui sont précisément problématiques et qui doivent être absolument régulés. Il y a Jet Set qui nous précise, j'ai posté mon commentaire donc juste avant que Madame Duflo évoque les contenus. Voilà, comme ça vous êtes réconciliés. Et il y a The Game qui nous dit, contrairement à la télé, 3 petits points avec un smiley, qui est peut-être une manière de demander est-ce que tous les écrans se valent ? Non, le smartphone est éminemment plus présent dans les vies que la télé ne l'a été. La télé, il y en avait une ou deux dans les familles, elle était dans le salon et elle était l'objet d'un regard souvent collectif. Enfin, on recommande évidemment pas d'avoir une télé dans la chambre des enfants, mais disons que la télé qu'on a connue nous, même si certains traits de ces chaînes commencent à se calquer sur le web parce que c'est ça qui marche, ça n'a rien à voir avec le smartphone. En temps d'utilisation, en présence, on a notre smartphone tout le temps, toute la journée, allumé, la nuit aussi. Donc c'est vraiment deux choses différentes, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'ajoute pas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des enfants, nous dans les écoles, quand on est, parce qu'on parle de terrain, mais l'association Lève les yeux dont je peux parler, elle voit quoi ? Qu'est-ce que vous faites Oui, c'est une association qui est dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, enfin qui intervient partout en France, mais qui est très active dans les Bouches-du-Rhône, qui va voir les écoles, les centres sociaux, les lycées, et donc qui parle aux parents, aux enfants, aux profs, au personnel accompagnant, de la question de l'attention et de la surexposition aux écrans. Et nous, on voit quoi ? On voit des classes où la majorité des enfants, même au primaire, ont un smartphone. Donc aujourd'hui, l'âge d'équipement, c'est à peu près le collège, mais dès le CM1, la moitié en ont. Tous ont vu des images sur smartphone, même s'ils n'ont pas de smartphone, tous ont vu des images qu'ils n'auraient pas dû voir, 100%. Et donc là, on parle quand même depuis 5 ans de milliers d'enfants, parce qu'on leur a montré dans la cour, parce que le grand frère en a un, donc c'est de la pornographie, de la violence. Beaucoup de garçons sont en surpoids ou dorment peu, pas assez. Le sommeil a été la première victime des écrans. Donc ils sont sur GTA, ils sont sur TikTok. Ils arrivent fatigués en cours, ils sont en surpoids, beaucoup font des cauchemars. Enfin voilà, ça, je veux dire, c'est du déclaratif. On peut le prouver nous-mêmes, on sait qu'en scrollant sur un réseau social le soir, on ne dort pas très très bien. Et je voudrais préciser aussi sur ce qui a changé. Bien sûr, c'est l'accès à des contenus auxquels un enfant, un adolescent ne devrait jamais avoir accès et qui jouent comme des traumas. Hier, je discutais avec une spécialiste du trauma. L'image pornographique, quand elle arrive comme ça à 5 ans, 6 ans, 9 ans, elle joue vraiment comme un traumatisme. Mais c'est aussi le format des shorts vidéo de 7 à 21 secondes. Quand on voit ce défilement comme ça, permanent, ça ne permet pas finalement au cerveau de se fixer et de traiter le contenu. Et beaucoup, ce qui me frappe à chaque fois, c'est beaucoup d'ados qui passent comme ça 8 heures par jour. Je dis, mais tu regardes quoi ? Je ne sais pas. Tu sais pas ? Non mais attends, tu es 8 heures par jour, tu sais pas ce que tu regardes ? Je sais pas. Voilà. Et donc, effectivement, à partir d'un certain nombre d'heures comme ça, il n'y a plus de possibilité de mémorisation. Et ce qui vraiment est un fait qui revient, c'est cette difficulté des jeunes à mémoriser. Si on ne peut pas mémoriser, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas apprendre. Et in fine, on a un certain sentiment dépressif. Parce que finalement, toutes nos actions, elles sont par rapport à... il faut avoir emmagasiner un certain nombre de connaissances et de savoirs. Donc ça a un effet extrêmement distrayant. Et quand on va mal, on a envie de se distraire. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend strictement rien à cause justement de la rapidité du flux.
Voilà. Antoine et Yana. Oui, juste, je voulais apporter par rapport à cette notion de dépression aussi vis-à-vis des réseaux sociaux, un tout petit peu de nuance par rapport à une étude que j'ai pu consulter, que Séverine Erel m'avait transmise, sur le fait qu'aujourd'hui, il faut faire la distinction sur la façon dont on utilise les réseaux sociaux. En fait, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a à prendre en compte le contenu, le type de contenu qu'on va avoir, et aussi la façon dont on va utiliser les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Tout à Et fait. dans l'utilisation des réseaux sociaux, il y a deux choses à bien différencier. L'utilisation active et passive des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un état un petit peu dépressif ou qu'on présente des symptômes dépressifs et qu'on a une utilisation dite passive des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on ne fait que scroller, on n'interagit jamais, on est juste là en tant que spectateur et on subit ce dont on parlait tout à l'heure, les algorithmes qui nous imposent certaines vidéos par rapport à notre état mental. Donc là, le rapport de Amnesty sur TikTok. Là, l'utilisation des réseaux sociaux va avoir un effet néfaste sur notre état déjà dépressif ou notre état parfois de tristesse dans lequel on va être en tant qu'adolescent. En revanche, l'utilisation dite active des réseaux sociaux. Donc là, quand on parle d'utilisation active, c'est-à-dire qu'on va poster des choses sur les réseaux sociaux, on va aussi peut-être chercher de l'aide, trouver de l'aide à travers tout un univers social qu'on va trouver beaucoup plus facilement grâce à ces réseaux sociaux et auxquels on aurait peut-être eu du mal par rapport à une attitude un peu introvertie qu'on a eue dans la vraie vie. Et bien là, dans ce cas de figure, les réseaux sociaux présentent un effet positif sur, alors sur moi, cet état. je connais pas l'étude qui dit sujet actif versus sujet passif. Ce que j'observe, c'est qu'il peut y avoir aussi des sujets actifs qui sont enfermés dans des bulles qui les amènent à des comportements d'auto-agression. Je vais vous donner un exemple type des jeunes qui consultent. Ça va être la jeune fille, 12 ans, 11 ans, 12 ans, 6e, 5e. Quand elle était en primaire, elle était déjà un peu isolée, pas trop d'amis. Mais quand on arrive au collège, il faut vraiment partager les mêmes codes et pas se retrouver seul, pas avec les mêmes vêtements et tout. Sinon, on est très vite désigné. Donc, elle arrive au collège public du coin et puis elle se retrouve là vraiment sans amis, quoi, du tout, très désignée. Et très très vite, le harcèlement, vous le savez, ça va vite dans les cours d'école avec des mots qui restent, genre tu mérites pas de vivre, t'es rien, etc. Bon, donc elle va très mal. C'est dans les cours d'école que ça se passe. Dans les cours de collège, bien sûr. Et là, elle a, pour faire comme tout le monde, elle regarde son portable, sauf qu'elle n'est pas avec son groupe d'amis, et voilà. Et puis le soir, sur le portable, elle va sur les réseaux, elle en installe plusieurs, et elle finit par trouver une communauté comme elle, quoi, de jeunes qui disent qu'ils se sentent exclus, qu'ils n'ont pas d'amis, mais c'est parce qu'ils sont différents, et qui s'échangent des solutions. Et la solution, ça va être, tu verras quand vraiment t'en peux plus, t'as juste envie de mourir, et ben scarifie-toi. Et tu vas voir, ça soulage. C'est des conseils qui sont donnés, bien sûr qu'on voit entre eux. Donc là, d'abord, première étape, elle est soulagée parce qu'elle retrouve d'autres jeunes qui, comme elle aussi, se sentent exclus, vivent le même enfer au collège. Et elle essaye cette solution de la scarification. Il y en a tellement qui la pratiquent, ça a tellement augmenté, plus de 300%. Oui, et effectivement, c'est un soulagement. Est-ce que l'augmentation que vous avez, avec tous les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sur les suicides ou la scarification, les tentatives de suicide, scarification, est-ce que dans cette étude, ils sont clairement corrélés avec l'utilisation des réseaux sociaux? Ils sont clairement corrélés. Alors, non seulement parce que ça donne alors, je vous dis, parce que d'abord, il y a une communauté la demande de reconnaissance, on l'a effectivement sur les réseaux sociaux, parce qu'un jeune, il a besoin d'être reconnu par ses pairs. Donc là, ça joue de façon positive. Mais si on met tous ensemble, si on réunit tous les jeunes qui vont mal, forcément, ils auront des idées pires, si vous voulez, ça va. Voilà. Donc, la solution des proposées, c'est souvent la scarification. On sait, par exemple, que sur TikTok, il y a des études qui ont été faites. Si vous êtes un jeune avec des questions sur la santé mentale, eh bien, au bout de à peine 1 heure, on va vous proposer des contenus en relation avec ça. Donc, ça, c'est l'étude d'Amnesty dont on a parlé. C'est la fameuse étude d'Amnesty. Exactement. Et c'est les utilisateurs actifs pour... Et là, il s'agit d'utilisateurs actifs. Voilà. Sur TikTok, c'est vraiment de l'utilisation passive. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui nous fournit. Là, l'étude d'Amnesty, c'est l'utilisateur
pose des questions sur la santé mentale. C'est actif. Oui, il n'est pas en train de scroller. Il s'interroge. Qu'est-ce que la santé mentale? Tout Qu'est-ce à que fait. ça veut dire aller mal? Le Vous rapport, regardez l'étude, elle est ou quand tout même assez simplement, bien faite. où il reste plus longtemps sur ce contenu-là, et donc forcément on lui propose d'autres choses. Mais là, Donc, c'est une problématique du réseau social. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il le pointe et qu'on dit qu'il faut changer les algorithmes. Oui. Mais là, c'est pas forcément l'écran en lui-même qui pose problème, quoi, vous voyez. En tout cas, la principe distinction des réseaux sociaux, actif-passif sur les réseaux sociaux, pour moi, elle doit sauter assez vite. Personne n'est sur les réseaux sociaux en pleine connaissance de cause. Je veux dire, je ne sais pas qui a lu les CGV de Facebook, qui sont voilà. longs comme un jour Personne sans ne le fait, plan. c'est bien fait exprès pour ça. Donc, que vous soyez actif ou passif, vous êtes soumis à des contenus. Là, en l'occurrence, quand on poste des messages, c'est qu'on est actif. Ils ne sont pas en position complètement passive. Et là, l'algorithme va leur proposer des choses qui vont maximiser leur temps d'écran, qui vont pousser vers des contenus saillants et des communautés qui vont être hors de tout contrôle médical, très très loin du monde qu'on connaît, des adultes qui ne sont pas sur ces réseaux sociaux, va leur proposer des solutions extrêmes. Et tout à fait. Et là, les solutions avec la surenchère, parce qu'évidemment, plus on se scarifie, plus on a ces pratiques dangereuses, plus on est reconnu, et jusqu'à des pratiques vraiment extrêmes, genre tu peux programmer ce suicide, et là tu auras toute la communauté, le monde qui te reconnaîtra. Donc on est dans des choses où là, effectivement, il n'y a plus aucune personne adulte qui est là, et c'est l'effet pervers. Si vous voulez, l'objectif de l'adolescence, c'est de se sociabiliser, d'appartenir à son groupe de pairs et de quitter sa famille. Donc là-dessus, le réseau social, c'est un groupe comme un autre de socialisation à plus grande échelle. Mais sauf que ça se fait sans aucun médiateur. Quand vous allez, vous êtes un jeune, vous inscrivez au foot ou vous inscrivez, je ne sais pas, à la danse, vous apprenez avec un groupe de jeunes, mais il y a un adulte qui fait médiation. Là, il n'y en a aucun. Voilà. Et c'est là où est vraiment tout le danger. Je vous propose, pardonnez-moi, je vais faire une petite pause au chat. Alors, Jérémy, tu t'es trompé de nom, ce n'est pas Antoine Krempf, c'est Antoine Deyana. Alors, Antoine Krempf, effectivement, était à l'initiative de la cellule Vrai du Faux. Il a quitté Paris pour rejoindre nos confrères de France Bleu en Bretagne, et on le salue, bien entendu. C'est un bon camarade, donc c'est Antoine Deyana. Je reviens donc dans le chat. Il y a Macrolt, je ne sais pas trop comment on prononce ton pseudo, qui dit est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec l'arrêt d'autres activités comme la lecture? Alors, je vous propose de lister des questions. Peut-être on choisira celle qui nous plaise. On va essayer de répondre à tout le monde. Il y a quelques questions. Il y a JBV qui répond c'est faux. Les jeunes ont pris l'habitude de cette rapidité d'accès, de flux. On continue de lire sur les écrans, mais il faut juste équilibrer un peu avec les livres pour les plus jeunes. Alors, peut-être les plus jeunes, peut-être les plus vieux aussi. Jet Set qui nous fait une longue intervention, qui dit je trouve que personnellement, les formats courts des réseaux sociaux ne sont pas bons pour la concentration, car on a envie de zapper très rapidement, comme l'effet zapping de la télé à l'époque. Mais au contraire des jeux vidéo, il va falloir nous apprendre à nous concentrer pendant un long moment. C'est très long ton commentaire, Jet Set. Si on ne reste pas concentré dans une partie de jeu, on perd très vite. Donc le reward, le fait de gagner, nécessite le développement de la concentration et de l'attention. J'ai pas tout compris. Peut-être que tu peux le reproposer ton commentaire en étant peut-être plus synthétique. Et For the Game nous dit ce dont vous parlez concerne également les adultes. Vous allez peut-être pouvoir en parler. Et enfin, il y a JB qui vous demande probablement à vous, Madame Duflo, donc c'est quoi la solution pour la jeune fille que vous évoquiez? Et puis c'est tout. Choisissez la question qui vous plaît, pardon. Et je suis désolé, j'ai oublié mes lunettes aujourd'hui, j'ai du mal à vous lire. Pardon. Moi, je veux bien réagir sur la lecture. Je vous en prie. C'est évident que tout ce temps passé n'est pas rattrapé et est pris à autre chose. Donc on a parlé du sommeil. Toutes les activités hors écran souffrent de notre addiction aux écrans. Donc là-dessus, je veux dire, nos journées, notre cerveau font toujours le même nombre d'heures, on n'a pas changé là-dessus. Donc évidemment, la lecture en souffre beaucoup. Toutes les études menées par les éditeurs, le Centre national du livre, les libraires montrent bien que la lecture diminue dans les pratiques, ça fait longtemps. Alors on se rassure en se disant ça fait longtemps, on a toujours entendu ça. En fait, là, ça commence quand même clairement à être identifié, le problème des écrans. Aujourd'hui, les jeunes cessent de lire à peu près au moment où ils ont un écran dans les mains, au moment du collège. Donc il y a toujours des gros lecteurs, mais la grande majorité lit en ayant un smartphone à la main, donc lit en notifiant, en envoyant des messages. La lecture, vraiment, l'attention soutenue de la lecture n'est plus sollicitée. Et on ne crée plus le même imaginaire, il n'y a peut-être même plus les mêmes connexions neuronales. Alors je ne suis pas médecin. Si, vous voyez, Michel Demurger en parle très bien. C'est un neuroscientifique à l'INSERM, donc c'est quelqu'un de sérieux qui, là, a sorti Faites les lire, un essai, après avoir sorti Fabrique du crétin digital, où il montre bien à quel point la lecture est un socle fondamental de l'éducation, de la pensée, du regard critique, du langage, de l'école. On pourra peut-être reparler de l'école, mais un monde qui lit plus, c'est un monde qui ne sait pas vivre avec l'autre.
Et donc le fait est qu'aujourd'hui, les écrans ont pris ce temps à la lecture et que les smartphones ne sont pas faits pour lire. Les gens qui lisent en numérique sont des gens qui utilisent des liseuses en noir et blanc. C'est anti-addictif au possible. Il n'y a pas d'interaction possible avec une liseuse. Il n'y a que ça, on peut faire que lire. Faire défiler le texte. C'est pas les gens de 14 ans, je vous rassure, c'est les gens qui sont plus âgés et qui lisent beaucoup papier et numérique. Donc la vraie question, c'est les ados. Quand on leur met un smartphone dans les mains, nous on milite pour qu'ils n'en aient pas avant 15 ans. Donc vraiment, on remonte beaucoup plus fortement cet âge d'équipement et qu'on arrête de leur donner à 12 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et quand ils ont un smartphone dans les mains, ils ne font rien d'autre. On n'est pas capable de résister à l'attrait du smartphone, du réseau social. C'est beaucoup trop puissant pour le cerveau. Donc forcément, tout le reste en pâtit et la lecture en premier. Donc je peux vous parler d'un projet qu'on monte dans notre asso et qu'on a lancé là la semaine dernière. Ça s'appelle « Plus de livres, moins d'écran ». On va voir les centres sociaux avec des enfants qui n'ont pas de livres, qui n'en voient jamais, qui pensent que le journal, c'est un catalogue de produits du supermarché, qui ne vont jamais en librairie, en bibliothèque. Et là, on va les voir, on leur explique ce que c'est que l'attention, ce que c'est que l'écran, pourquoi ils y passent autant de temps, à qui ça profite, quels sont les effets. Est-ce qu'ils seraient capables et désireux d'avoir des livres? Oui, on leur apporte des livres, on parle avec des auteurs, pour donner le goût de la lecture. C'est vraiment important de susciter le goût de la lecture. Et voilà, c'est des projets qu'on est en train de faire parce qu'on se rend bien compte que même si on est tout petit, il y a besoin de ces projets-là. Donc si on arrive à en convaincre quelques-uns de lire et de poser l'écran et de l'éteindre, ce sera gagné. Macroli nous dit « Mon fils lisait énormément, il a eu un smartphone à 15 ans et il a arrêté de lire. » Il y a Force de Game qui nous dit « La lecture est indispensable. Si on lit sur une tablette ou un smartphone, ce n'est plus la lecture ?» pour l'interrogation. C'est pas la même lecture, c'est clair. Tablette, smartphone, c'est pas fait pour lire. Alors on peut lire, ok, on lit, on mémorise moins bien. Les aires de mémorisation sur l'écran sont pas les mêmes. On lit en diagonale, on scrolle. Alors il y a des applications qui imitent le livre, ok. Ça peut marcher, mais encore une fois, si vous ne faites que lire sur des écrans de smartphone ou de tablette, vous allez très vite vous retrouver à faire autre chose que de lire. Et donc, c'est pas du tout la même chose qu'un livre. Oui, parce que si vous voulez, ce que sursollicite les contenus qu'aiment les ados, les enfants et qu'on aime tous, c'est des contenus très courts. C'est en fait ce qui est sursollicité, c'est l'attention réflexe par les écrans. C'est le fait que dès qu'il y a quelque chose de lumineux, de saillant, du mouvement, je ne peux pas faire autrement que de le regarder. C'est pour ça que c'est complètement hypnotisant les contenus sur TikTok. Et le problème, c'est que plus cette attention-là est sollicitée, moins l'attention volontaire ou la concentration, c'est-à-dire le fait de rester focalisé sur quelque chose de neutre, mais où c'est le cerveau qui produit le sens, comme la lecture, ne peut plus se développer, si vous voulez. Et le grand problème, c'est que ces jeunes qui passent 7-8 heures sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, etc., quand on arrête, il y a un effet sevrage, évidemment, qui est difficile, mais le plus difficile, c'est d'arriver à faire autre chose. Parce que s'ils étaient lecteurs avant, ça ne revient pas aussi facilement. Et d'ailleurs, même dans les universités, les professeurs ont remarqué que lire des textes longs, complexes, c'est devenu de plus en plus difficile. Voilà. Donc le grand problème, c'est qu'on a à faire... ça ne fait pas le même effet de distraction immédiatement, la lecture, le sport, que ces écrans. Donc il y a vraiment un effet d'addiction. C'est-à-dire quand on arrête, il y a du sevrage et il y a de la difficulté importante à se remettre sur autre chose. Donc moi, il y avait une question qui est comment vous faites avec vos patients. La première chose, c'est qu'est-ce que tu veux changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux changer? Je vous interromps simplement pour répondre au chat parce qu'il y a Macron qui nous dit mais parlez-nous de solutions s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Vous êtes en train de parler de solutions, Sabine. Voilà. Donc d'abord, on ne peut changer que quelqu'un qui a envie de changer. Voilà. Et pour moi, il s'agit vraiment d'un produit qui est très addictif. Donc, je procède comme procéderait un coach ou un médecin en addiction. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de changer? Et on va partir de ce qui vous embête. Ce qui embête les jeunes le plus, c'est cette difficulté à trouver le sommeil. Je dors pas, j'arrive pas à dormir. Comme j'arrive pas à dormir, évidemment, je prends mon portable. Mais plus je le prends, plus ça retarde le temps d'endormissement, ça on sait. Voilà. Et puis, j'arrive pas à me concentrer. Je voudrais, ok, on va partir de là. Donc, je lui explique, comme j'explique ici aujourd'hui, ce que ça fait à son sommeil, ce que ça fait à son attention, ce que ça fait aussi à ses capacités à être en relation, voilà. Est-ce que tu as envie de changer ça? Alors on va faire ça. Donc au moins ce qu'on va préserver, c'est la nuit. Donc la nuit, tu vas couper 1 heure avant l'heure que tu juges être l'heure où tu devrais t'endormir, les écrans. Mais on peut pas être seul quand on a une addiction. On peut pas dire, par exemple, arrêtez de boire si tout le monde boit, arrêtez de fumer si tout le monde fume. Donc évidemment, je dis aux parents, là, il faut l'aider votre enfant, c'est-à-dire je lui ai demandé 1 heure avant, il est prêt, mais vous devez aussi tous arrêter 1 heure avant. Voilà. Et dire aussi que le premier geste, par exemple, quand on se réveille, c'est comme la cigarette, ça doit pas être d'allumer le portable. Là, tu dois le faire, mais que quand tu sors pour aller au collège ou au lycée. Et vous, les parents, vous faites la même chose. Parce que c'est aussi souvent le manque de disponibilité de l'adulte
pour l'adolescent, pour l'enfant, qui fait qu'il se renferme en fait sur ça et qui va chercher de la distraction. Donc ça, voilà, c'est par exemple une étape. Mais je voudrais terminer en disant, c'est vraiment devenu un problème de plus en plus lourd. Là, je vous donnais des chiffres, mais nous, en psychiatrie de l'enfant, on est débordés au point que, là, moi je travaille dans le Loiret, prochainement il va ouvrir à l'EPSM de Maison une consultation spécialisée, addiction aux écrans, donc je m'occupais. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, chaque professionnel qui, de l'enfance, pas de la santé, mais de l'enfance, s'intéresse à ça, parce que c'est devenu, à partir du moment où, si vous voulez, vous passez 6 heures par jour sur quelque chose, sur une activité, ça a un impact sur votre cerveau. Donc il faut que chacun se pose la question, que fait cet enfant et cet adolescent? Quel est son univers? Juste, je voulais, alors moi je suis 100% d'accord avec l'importance de mettre de la prévention, ça c'est plus à titre personnel, donc ça n'a pas beaucoup de valeur, mais parce que je vous écoutais attentivement et je trouvais ça très intéressant. En revanche, juste, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé depuis le début de ce sujet, c'est d'autres éléments à prendre en compte, parce qu'en fait depuis qu'Emmanuel Macron a abordé ce sujet mi-janvier, tout de suite, en fait, tous les regards se sont en effet tournés vers les écrans, les réseaux sociaux, et ça a permis de mettre pas mal de mots sur cette raison-là. Sauf que on ne prend pas trop en compte aussi tous les disparités géographiques ou sociodémographiques, tous les éléments interfamiliaux qui peuvent aussi expliquer certains phénomènes, et où l'écran a pour le moment une importance. C'est Jet Set qui nous dit il y a des Français qui ont inventé un écran qui aide les enfants dyslexiques. Oh, alors voilà dans les positifs, voilà, par exemple. Mais par exemple, donc tout à l'heure je parlais de l'étude de l'INSERM et de l'INED qui a été menée, qui a été publiée l'an dernier. Dans cette étude, on voit par exemple, à titre indicatif, qu'il y a juste à titre informatif, qu'il y a des disparitions géographiques. Par exemple, l'étude montre que le temps d'écran est plus faible en Bretagne et beaucoup plus élevé dans les Hauts-de-France par rapport à la moyenne. Chez les adolescents. Voilà. Ensuite, ça montre qu'il y a des différences de consommation des écrans et des réseaux sociaux en fonction de facteurs socio-économiques, d'environnements familiaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire attention, il faut réduire les écrans, dire aux enfants de moins en consommer, etc. Et on s'adresse beaucoup aux parents là-dessus. Sauf qu'on ne prend pas beaucoup en compte l'aspect que les études montrent, c'est que y a une surconsommation qui font gonfler les chiffres de ces écrans dans des environnements familiaux plus compliqués. Par exemple, quand on habite dans un endroit où il y a une seule pièce à vivre et il y a un énorme écran devant, et que peut-être la seule solution pour gérer une famille un peu nombreuse, ça va être de montrer l'écran. Donc en fait là, le problème, certes, c'est l'écran, mais la solution... C'est la conséquence. Voilà, c'est la conséquence. Mais la solution au départ, est-ce que c'est vraiment de dire il faut stopper les écrans, ou plutôt trouver une solution, par exemple, pour ces personnes-là? Voilà. Je laisse réagir aussi. Évidemment que les écrans s'ajoutent au reste et qu'on parle toujours des mêmes personnes, de la vie urbaine, connectée. Évidemment que ça touche davantage les classes défavorisées, les écrans. Quand on a de l'espace, accès au discours de prévention, des alternatives et qu'on fait autre chose le samedi, le dimanche et le mercredi, évidemment qu'on passe moins de temps sur les écrans. Enfin, je veux dire ça... Personne n'en doute. C'est bien de le dire, de le redire. Ouais, bien sûr, non mais ça on le dit. En plus, vous l'avez dit bien mieux que moi. Non mais voilà, je veux dire. Diana. Mais bon, c'est comme la malbouffe, c'est comme le tabac, c'est comme d'autres drogues. Enfin, je veux dire, ça s'ajoute au reste. Donc c'est pas, comment dire, on parle pas d'une minorité là, encore une fois. On parle pas de quelques personnes qui mettent un écran dans les mains de leurs enfants. On parle de la majorité des enfants aujourd'hui et dans toutes les classes sociales. Enfin, quand même, c'est pas... je veux dire, les parents sur smartphone qui parlent pas à leur bébé ou sont dans des bulles de filtre, ça concerne tout le monde, pas juste quelques quartiers, quelques régions. Ce qui manque, c'est un discours de prévention global, très très clair, indépendants, ambitieux, qui disent bien ça c'est interdit, un smartphone c'est dangereux, on ne le donne pas avant tel âge. Alors nous, ça nous fait toujours bizarre de se dire on a le mot interdire, c'est trop dur, on est toujours plus fort, mais vous n'êtes pas plus fort que ces machines-là. Personne ne l'est aujourd'hui. Il faut être très très clair, avoir un message de prévention, des mesures. Sabine, tu pourras développer sur aussi des solutions, mais il y a la régulation, la réforme des plateformes, le fait de modifier ce modèle économique, ça c'est en cours aux États-Unis quand même, de façon assez forte. Modifier l'offre.
Voilà, d'arrêter de faire de la publicité le moteur de ces plateformes-là, interdire la captologie, qui est vraiment le fait d'aller capter l'attention, interdire de cibler les mineurs. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et tout est possible de le faire. Quand les plateformes disent on ne sait pas le faire, elles mentent. C'est juste que c'est compliqué, qu'elles ne veulent pas réduire les dividendes aux actionnaires. Elles peuvent le faire. Donc il y a ça. Il y a la question du numérique à l'école. Il y a une école publique aujourd'hui qui a un discours ambigu où on donne des tablettes et des écrans en disant c'est bien d'apprendre sur numérique alors que c'est faux. Il y a des pays qui font marche arrière comme la Suède et il va falloir qu'on le fasse aussi. Il y a la question de la prévention dans les familles. 5, 10, 15, les 4 pas, voilà, tout ça, ça marchera, mais ça ne marchera que s'il y a vraiment une mise en œuvre collective de solutions politiques. Donc nous, ce qu'on espère, c'est ce qui s'est passé avec le président quand il en a parlé, c'est que le comité d'experts rende un rapport ambitieux et qu'il y ait des mesures qui soient prises. Pour l'instant, on attend de voir. Qu'est-ce qu'on attend de ce rapport? Pardon Sabine, je vous en prie. Oui, ce que je voulais dire, je voulais revenir sur les disparités socio-économiques. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le 93 et j'habitais aussi dans une cité où il y avait... Voilà. Et là, actuellement, je travaille dans le Loiret, où il y a plein d'espaces. Et en fait, oui, il y a des... Ce que je veux dire, c'est que dans les familles, pour le faire simple, dans les familles urbaines, monoparentales, pas favorisées économiquement, eh bien, c'est plus difficile de sortir les enfants, de trouver des espaces verts, de trouver à les faire garder, etc. Mais les effets sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Et moi, toute cette prévention, je l'ai bâtie grâce aux familles qui étaient hyper courageuses et qui, parce que quand on leur dit, vous arrêtez là les écrans, ok, vous avez, il y a 7 enfants, il y a 3 pièces, et il y a des écrans partout, mais vous les arrêtez. Et je sais que s'ils peuvent pas sortir parce qu'il y a les dealers qui sont en bas et que les écrans vous les allumez parce que ça les calme. Et voilà. Et il y a des familles qui arrivent quand même à gérer, qui arrivent à arrêter, à faire des activités. Et c'est bon, voilà. Mais c'est ce problème des enfants qui sont très accros. C'est la même chose. Hier, j'ai vu une jeune fille ou avant-hier, son père, il a un centre équestre, elle a 2 poneys à elle peut, etc. Et elle est accro aux réseaux sociaux. C'est le rêve de toute jeune fille. Voilà. C'est pour dire que les effets d'addiction sont les mêmes. Simplement, effectivement, il y a des endroits où les parents ont moins de moyens, mais ça ne veut pas dire qu'ils font rien, parce que moi, j'ai vu les parents les plus déterminés, ceux qui m'ont... C'est dans le 93 que je les ai trouvés. Voilà. Et on a vraiment affaire à un produit addictif où on sait que, comme dans tous les enjeux de santé publique, la prévention, c'est gentil, mais ça a beaucoup de limites, ça a même de grandes limites, et on le sait pour le tabac, on le sait pour l'alcool. Ce qui a vraiment permis d'avancer en termes de protection des mineurs, ça a été de mettre des lois qui interdisent avant tel âge l'accès à l'alcool, à la cigarette, etc. Voilà. Dans le chat, de toute façon, on n'arrête pas la technologie, il vaut mieux créer du contenu alternatif de qualité, avoir des moyens pour les mettre en avant, et accompagner en expliquant pourquoi les réseaux sociaux sont mauvais, entre guillemets, et où lutter contre les GAFAM. Ce qui n'est clairement pas l'idée du gouvernement quand il dit les écrans sont mauvais. Ouais, je pense qu'il n'a pas tort. On est dans une position très ambivalente. De toute façon, les intérêts sont tellement importants économiquement qu'on se doute bien que notre gouvernement ne va pas dire demain on arrête les écrans, on débranche, on déconnecte et puis on arrête de promouvoir l'intelligence artificielle, les licornes et les champions de la technologie. On n'est pas du tout dans ce discours-là. Hein. Néanmoins, c'est un discours qui aujourd'hui est porté par plusieurs... mouvements politiques, bon, il y a des raisons politiques aussi, décroissants. Voilà, non, mais en tout cas, on peut arrêter la technologie. C'est dur, mais on peut. Faisons-le avant qu'on soit tous interconnectés avec des objets connectés, tout un artefact numérique qui sera de plus en plus poussé et que l'entièreté de nos existences soit passée sur écran. Le sommeil en fera peut-être partie, bientôt voilà, on proposera ça. Donc on peut encore le faire. La technologie est un sujet politique, donc ça veut dire qu'il faut se positionner, apprendre à en discuter. En France, on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Le débat sur le numérique et sur la technologie, il existe dans d'autres pays, mais pas chez nous. Ça date des années 80. Alors, vraisemblablement, il existe tout de même. Parce que oui, il existe, mais disons qu'il n'est jamais porté sur le devant de la scène. Vous voyez, c'est rare que quelqu'un dise les écrans, c'est pas bien, et que ce soit sur le devant de la scène dans une conférence de presse au niveau national, c'est rare. Évidemment qu'on débat du numérique, mais on débat du numérique entre gens qui en font, le plus souvent. Donc non, c'est un vrai problème politique global, de santé publique, urgent, qui en plus est à la source et à la base de plein d'autres... Enfin, quand vous passez la vie sur écran, vous ne pouvez pas vous engager politiquement, faire d'autres choses. Donc ça a des ramifications très fortes sur le lien social, sur la démocratie.
l'écologie, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je veux dire, si nos ados passent leur vie sur écran, comment vous voulez qu'ils soient éveillés à la conscience écologique avec des outils qui précisément consomment énormément d'énergie, donc, et qui leur montrent ce qu'ils veulent voir et d'autres choses. Donc c'est un vrai sujet structurel quoi, de nos sociétés. Donc il faut vraiment que démocratiquement on puisse l'approprier, en discuter. Je te passe la parole immédiatement, Antoine. Starlight, donc la technologie, c'est un prolongement de nous-mêmes. Elle est ce qu'on en fait. Il faut arrêter de penser qu'on peut faire machine arrière. Je fatigue, pardon. Force the Game nous dit la Startup Nation sans écran, pas étonnant ce retard français dans le numérique. JBV qui nous dit mais l'interdiction d'une addiction en appelle une autre. Antoine Deyana. Vous avez que des interlocuteurs hommes, masculins. Franchement, là, depuis le début. Alors, il me semble. Là, pour cette partie de stream, c'est très particulier. Voilà. Donc manifestez-vous, dites-nous si vous êtes un homme, une femme ou une personne intersexe. C'est particulier. C'est très probable. C'est particulier. Et juste, après, je ne sais pas si Starlight est peut-être je pense que femme, le rapport aux écrans, à la technologie est très différent, non seulement dans les contenus, mais à la technologie fille-garçon. Justement, alors moi je voulais parler aussi, on parlait des solutions. Dans les solutions moi, que j'envisage... Starlight est une femme. Dans les solutions que j'envisage à mon niveau, à mon échelle en tant que journaliste, c'est ce que je fais chaque semaine à France Info, c'est de l'éducation aux médias et à l'information, en travaillant auprès d'adolescents dans des collèges. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que je me rends compte, en fait, avec les quelques classes avec lesquelles on travaille, elles ne sont pas très nombreuses par rapport à l'ensemble des collèges et des classes qu'il y a en France, mais le fait de discuter avec eux, de les informer à travers la parole de professionnels, on se rend compte après en discutant avec eux que, en fait, sans qu'il y ait un message autoritaire ou même un message de prévention, juste le fait de s'informer, mais de bien s'informer, ça fait toute la différence. Et c'est ça qui est intéressant à travers ce rendez-vous, parce qu'ils sont déjà acteurs. Dans des rendez-vous d'éducation média avec des médias, les élèves sont acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, s'entraîner à faire des chroniques ou autres. Nous, ils nous envoient des questions auxquelles on répond à travers des spécialistes et à travers notre voix aussi. Et donc ça, c'est intéressant parce que là, en fait, ils n'ont pas l'impression qu'on leur dit quoi faire, comment le faire ou autre. C'est juste qu'on leur donne l'information de façon très neutre, version France Info, juste on leur donne cette information, on leur dit pourquoi on considère que cette information est fiable, parce qu'elle se repose sur des études qui ont été menées sur des dizaines de milliers de personnes, etc. Et à partir de cette information, quand les enseignants en discutent avec eux en classe, eux-mêmes se rendent compte de la problématique. Pour leur santé physique, mentale, etc. Et je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, le développement, et je sais que ça fait partie du discours qui est en ce moment aussi développé par le gouvernement et même au sein de la Maison de la Radio sur l'importance de développer l'éducation média auprès d'adolescents, ça peut être l'une des solutions, pas la seule, mais l'une des solutions. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il n'y aura pas une solution. Ce sera une multiplicité de solutions, mais cette solution que vous soulignez, elle est déjà envisagée depuis longtemps et on n'a pas forcément tiré un bilan. Il y a les promeneurs du net, Tralalaire, etc. Ils font déjà ça, mais on sait que ça a quand même des impacts assez limités. C'est-à-dire que je pense que, encore une fois, comme pour tout produit addictif, il faut à la fois de la prévention, de l'éducation, et en même temps, il faut des endroits, des temps et des endroits sanctuarisés où il n'y a pas cet objet-là, parce que, non pas qu'il est mauvais, c'est simplement qu'il doit... franchement, Internet, voilà, ça a changé notre vie, c'est génial, enfin voilà. Mais le problème, c'est l'âge auquel c'est introduit. Et donc, il faut qu'il y ait des endroits sanctuarisés. Par exemple, moi, j'ai mis en place là, les 4 pas, c'est-à-dire on les utilise pas pendant les repas, parce que ça permet un échange parents-enfants. Et les enfants, ils ont besoin d'une réponse de leurs parents et pas d'une machine. On n'en met pas dans la chambre de l'enfant, en tout cas jusqu'à l'entrée en 6e, parce que c'est à ce moment-là, on perd tout le contrôle sur le temps que l'enfant y passe et sur les contenus. On l'utilise pas le matin, je ne sais plus le 4e pas, ce que c'est. Et la nuit, voilà, on l'utilise pas. Voilà. Avant de se coucher. Bon, voilà. Mais avant de se coucher. Mais ça, c'est la base. C'est repris partout, mais c'est la base. Et puis, il y a l'école. Et l'école, pour moi, l'objectif de l'école, c'est d'apprendre à lire, à écrire et à penser par soi-même. Et pas sous influence. Pas sous influence, mais voilà. Et pour ça, il faut qu'on puisse débattre. Alors très bien qu'il y ait une éducation aux médias, mais on peut éduquer au numérique sans numérique. L'environnement dans lequel on vit, comprendre l'univers du numérique, ça aussi c'est le rôle de l'école, de montrer que utiliser les réseaux sociaux, ça comporte des risques. Les algorithmes, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous devez faire attention aux algorithmes? Mais tout ça peut se faire sans justement Internet, mais par la discussion. C'est-à-dire vraiment apprendre à penser, c'est apprendre à être acteur de ses choix. Et là, moi, ce que je trouve le plus grave, en fait, c'est même pas, c'est pas les tentatives de suicide, c'est pas les scarifications, c'est pas ça. C'est que je vois des jeunes qui sont de plus en plus sous influence.
Ils disent tous la même chose, ils se comportent tous de la même façon, etc. Alors, les filles, ça va être des sortes de panneaux publicitaires pour les marques, parce qu'elles suivent des influenceurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai 2-3 fois, ils ont 12, 13 ans, et toute la journée, ils déballent des produits, toute la journée, ah, je vais me maquiller, je vais m'acheter ça, etc. et tout. Et les garçons, ils sont des porte-drapeaux des jeux vidéo qu'elle y joue. Il n'y a pas un qui est plus intelligent que l'autre, mais je veux dire, ils sont au service, comme dit Florence Souillot, ils sont au service des GAFAM, c'est-à-dire c'est des porte-drapeaux de toutes ces entreprises publicitaires. Et moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est que, voilà, pour le dire simplement, c'est-à-dire, on cherche tous la même chose, on cherche tous à être heureux. Comment être heureux? Et c'est ça qu'on cherche sur les réseaux sociaux, c'est de l'interaction, c'est du jeu, etc. Mais ce dont je me rends compte, c'est que ça ne rend pas heureux quand on y passe 6-8 heures par jour sur les contenus. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Oui, non, je pensais, pour rebondir sur la question de l'éducation aux médias, on en fait aussi. Donc c'est évidemment essentiel qu'il y ait des professionnels qui viennent parler de leur métier et expliquent comment ils y sont venus. Nous, les jeunes qu'on rencontre, ils s'informent sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ils ouvrent jamais un média indépendant. Alors la question de l'indépendance des médias, on peut en débattre, vous êtes dans une radio publique, donc ça a du sens. Aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça, il y a aussi des concentrations capitalistiques qui font que l'accès au contenu est de fait soumis aux lois du marché et de la publicité. Donc quand on leur explique ça, quand on leur explique évidemment la question du rapport à l'info, elle est centrale parce que sans ça, on ne devient pas des citoyens. Mais la réalité, et on peut faire toute la prévention professionnelle, aussi de qualité soit-elle qu'on veut, pendant ce temps-là, la majorité des gens continuent de s'informer sur des plateformes qui ne sont pas du tout là pour servir le métier de journaliste, hein. Clairement, je veux dire, s'ils développent des intelligences artificielles, c'est pour que les agences de presse recrachent du contenu tout fait et qu'il n'y ait plus de journalistes. Et ils s'en cachent pas. Je veux dire, ils disent le syndicat, c'est pas un sujet, les métiers et les corps intermédiaires, c'est pas un sujet, la démocratie, c'est pas un sujet. Ce qu'on veut, c'est une existence confortable pour que les gens soient livrés et tout ce qu'ils veulent et se posent pas de questions. Je résume, hein. Un refus de la complexité. Un refus de la complexité, confort d'une vie numérique où tout est à portée de main et où globalement on me donne ce que je veux comprendre sur Internet, où je puisse m'exprimer, mais sans aucun croisement de pensée, ni réelle confrontation à l'autre. Enfin voilà, c'est pas des espaces de discussion, c'est des espaces d'expression. Ça, c'est important de le comprendre. Twitter, enfin X, ex-Twitter, c'est ça. C'est devenu la nouvelle agora du débat public qui favorise les contenus médians, choquants, violents, etc. C'est pas du tout un endroit pour discuter. Donc je pense que vous parlez de tout ça, c'est très bien. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on est par rapport à l'ensemble des usages et des personnes qui sont sur ces plateformes? Donc c'est pour ça que c'est des enjeux démocratiques vraiment, vraiment importants. Mais alors justement, vous proposiez donc d'interdire, par exemple, enfin d'interdire ou de proposer aux parents d'interdire, je ne sais pas dans quelle mesure, donc d'interdire par exemple le smartphone à un enfant de 15 ans. Est-ce que c'est pas un petit peu vain? Non. Là, vous avez ce samedi à Seine-Port un maire qui fait un référendum là-dessus. Moi, je pense pas. Je pense que ça nous J'entends parfaitement à 10 ans. J'entends éventuellement, et ce serait peut-être très très bien, ce n'est que mon point de vue, peut-être à 11 ans, à 12 ans, 13 ans, 15 ans. Bah, vous demandez aux jeunes aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à vous passer de TikTok? Par rapport aux usages? Ouais, ben regardez. Vous demandez aux jeunes, vous êtes prêts à vous passer de TikTok? Si tous les autres le font, oui. C'est la réponse. Hein. TikTok, c'est pas les écrans, c'est pas le smartphone. TikTok, c'est le principal usage qui est fait dans les cours de récré, c'est TikTok. Okay, sur smartphone. Vous dites à votre cerveau, à 25 ans, il est encore en maturation. De toute façon, 15 ans, on pourrait dire 16. Je veux dire 15 ans, c'est un âge où on estime qu'on a déjà une certaine maturité. C'est l'âge où on a le plus envie de sociabiliser. Alors peut-être que c'est pas de la bonne manière. Peut-être qu'il faudrait plutôt le faire dans la cour de récré. Ça va être progressif. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. Ouais, ça va venir. Je suis bien d'accord que c'est un enjeu central. Mais si c'est que la pression sociale qui va décider de l'existence qu'on veut pour nos enfants, on est mal barré, quoi. Donc je veux dire, aujourd'hui, là, ce samedi, il y a un référendum dans une commune où un maire a dit je donne un téléphone à touche là, aux gens qui rentrent au collège et les parents s'engagent à pas donner smartphone avant 16 ans. On va voir ce que ça donne. Il y a plein de parents qui disent non, pas du tout. Il y en a plein qui disent c'est génial, il le faut, on va le voir. Et c'est sûr qu'une cour de récré où vous avez la majorité des gens qui n'ont pas de smartphone, c'est plus la même. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous créez de la sociabilité indépendamment de ces outils comme elle a toujours existé avant. Donc la pression va se relâcher, va être moins forte, et puis on sera content de se retrouver et de partager ça. Donc cette communauté-là, elle va exister, et ce sera une communauté de lecteurs, de gens qui font du sport, qui font d'autres choses, des vraies communautés, pas que la communauté des gamers, même si on s'adresse à eux, et je les aime beaucoup, mais c'est pas la seule communauté sur Terre qui existe, c'est pas ça le modèle. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu utopique de penser qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Donc, si on se monte un peu plus réaliste à l'instant T,
est-ce que à ce moment, de ton point de vue, en fait. voilà, de mon point de vue là, à l'instant T, est-ce que c'est pas plus intéressant d'accompagner l'usage du numérique auprès de ces adolescents en essayant de mieux maîtriser les algorithmes des réseaux sociaux, en faisant en sorte de mieux réguler et de mieux interdire l'accès aux contenus pornographiques sur Internet, donc en se concentrant sur des contenus bien spécifiques plutôt que de mettre en place encore une fois des règles globales à l'échelle de tous les Français, alors qu'on observe des disparités au niveau géographique, au niveau socio-économique dont on a parlé tout à l'heure, et où ce genre de règles ne peuvent pas être appliquées de la même façon dans tous les foyers, même s'il y a de la bonne volonté, même si on a des exemples précis où ça fonctionne, à l'échelle d'un pays global. Je pense que c'est là où on se rend compte et c'est là où on fait la comparaison avec les études dont on a parlé au cours de cette émission, que c'est difficile à mettre en place. Alors, ce qui est sûr, c'est que en fait, on peut faire comme ça de grandes déclarations, mais il n'y a pas du tout au niveau du gouvernement les moyens là d'interdire, je ne sais pas, l'accès aux réseaux sociaux, l'accès aux réseaux sociaux avant 13 ans ou 15 ans, d'interdire l'accès au porno. Il y a eu un député, Marc Angeli, qui a proposé un âge d'accès aux réseaux sociaux et Internet de 15 ans. Et avant, il faudrait l'accord des parents. Mais c'était en printemps dernier, ça a été adopté, sa proposition. Mais en réalité, aujourd'hui, on est dans un système européen et il faut que l'Europe, le Digital Service Act, accepte ça. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Et il n'y a pas, le Digital Service Act, c'est pas un ensemble de règles au service de l'enfant. Pas du tout. Hein. Les biais sont économiques. Donc, ce qui risque et ce qui va se passer, je pense, c'est la même chose que pour l'alimentation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une petite partie de la population qui a bien conscience qu'une alimentation saine, elle est absolument décisive pour la qualité de vie, la santé, le sommeil, la durée de vie, etc. Et donc, elle va, pour elle-même et ses enfants, mettre en place une alimentation bio, saine, avec des règles. Bon, on peut faire des petits écarts de temps en temps, mais voilà. Et puis il y en a une autre qui bouffe mal, qui mange mal, parce que c'est moins cher, parce que c'est qu'on n'a pas cette conscience-là. Mais c'est la même chose pour les écrans. C'est déjà en train de se passer. Les gens qui sont au pouvoir, les gens qui ont l'argent et la connaissance, mettent les enfants globalement dans des écoles, des collèges où il y a cette conscience-là et où le nombre de parents qui interdisent les écrans, qui les limitent à certains moments, qui surveillent les contenus est plus important que le reste. Et donc pour l'enfant, c'est pas très difficile d'accepter ces règles-là. Par contre, effectivement, l'enfant qui est dans le collège lambda public du Loiret ou de la Seine-Saint-Denis, qui a des parents qui sont bien conscients du problème, mais qui se retrouvent avec une privation de portable il n'a pas le droit jusqu'en 4e, les contenus et tout, lui, il est très isolé. Et c'est ça le problème. 100% d'accord. Ouais, et puis je suis d'accord, mais les deux vont de pair, c'est-à-dire avoir des discours clairs. Les deux vont de pair, probablement, oui. Et des actions de prévention. Les deux vont de pair. Pourquoi il faudrait s'interdire de dire pas avant tel âge et on va pas s'arrêter de faire de la prévention le jour où quelqu'un le dira. C'est aujourd'hui un monde régi par des lois économiques et politiques complexes. Évidemment qu'un gouvernement ne prendra pas ce risque aujourd'hui. Néanmoins, vous voyez bien que TikTok, pour citer TikTok par exemple, il y a quand même des hommes politiques très capables qui parlent clairement de l'interdire dans certaines zones. Ça se passe dans certains États aux États-Unis, dans certains pays. Donc, ça peut se faire. Vous pouvez le faire. Je veux dire, on se dit, on n'y croit pas parce qu'on l'a jamais connu. Mais en réalité, on n'a jamais connu un monde où on passait notre vie dessus. Donc, ça arrivera. Moi, je pense que ça arrivera, mais c'est articulé à de la prévention, à des actions, à tout ce qu'on a dit là, et c'est pas antinomique, on peut faire les deux. 13h57, passé de 39 secondes. J'ai promis de vous laisser filer à l'heure, et je vois que le temps est déjà largement consommé. Le mot de la fin, Sabine Duflot. Vous pouviez répondre à Florent, si vous voulez. C'est l'avant-dernier mot de la fin, disons. Sinon, je vais me faire aller dessus par Mathis qui me regarde avec des yeux furibards. Je travaille avec les enfants et notre devoir, c'est de protéger les plus fragiles. Donc, même si les enfants des riches seront toujours mieux protégés, il faut aussi protéger les enfants plus pauvres. Et donc, il faut des lois pour protéger tout le monde. Et c'est pour ça que j'appelle à une réglementation, vraiment, dans l'idée de protéger les enfants. Parce que les enfants, les ados, c'est le citoyen de demain. Florence Rouillot.
Le mot de la fin, moi, il est optimiste parce que quelque part, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si votre jeunesse passe tout son temps sur écran, s'enferme dans ses bulles, dresse des murs, à un moment, ces murs vont être dépassés par des problématiques plus larges. La question du réchauffement climatique, des migrations, des questions des inégalités sociales. Enfin, tout ça va venir et va venir de façon violente. Donc, moi, mon espoir, c'est qu'on arrive à gérer ce moment-là, à faire une transition choisie plus que subie, à repenser le rôle de la technique. Donc, je sais pas, mot de la fin, je pense à tous les enfants qu'on voit dans les ateliers de prévention et je pense à eux en me disant, eux, ils ont un rôle à jouer là-dedans. C'est pas juste des consommateurs à qui on donne un super joujou pour le week-end. Merci Florence Houé. Exceptionnellement, le mot de la fin à Antoine Deyana, un confrère de la rédaction, mais c'est surtout parce que tu as traité le sujet que tu avais un peu pour mission de créer une voix discordante. Pas plus d'avis. C'est un rôle que tu as très bien rempli. Merci. Non, je donnerai vraiment juste le mot de la fin sur le travail qu'on fait à France Info sur l'éducation aux médias et à l'information. On continue de mener chaque semaine auprès de ces adolescents avec qui on discute. Notre objectif reste toujours le même, les informer, leur apprendre à bien s'informer en leur montrant toutes nos techniques et nos outils qu'on utilise nous au quotidien aussi en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen. Parce que bien s'informer, c'est pas juste le rôle d'un journaliste, c'est aussi celui de n'importe quel citoyen. Merci Antoine Deyana, merci Florence Houillot, merci Sabine Duflo. Merci à vous. 13h59 passé de 48 secondes. On devait recevoir Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle, qui m'a écrit il y a une petite heure pour me dire qu'elle avait un petit problème, qu'elle ne pouvait pas venir. On l'attendra pour la semaine prochaine. C'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi, merci à vous dans le chat. Vous avez été très très réactifs, notamment dans cette deuxième partie d'émission, ce qui est inhabituel, et on a bien fait de traiter de ce sujet donc clivant, a priori. La discussion se poursuit dans Discord, Jules va mettre le lien. Pour ceux qui veulent réécouter le stream, donc, il est dispo dans 1 minute sur Twitch, et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc, puisque ça arrive, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve... alors, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes dans le chat et que je n'ai pas salué. Alors, le prof de physique, lui, je le connais. Il y avait quelqu'un, pardon. Attendez, je retrouve son nom parce que oui, c'était Le Couillon. Salut, Le Couillon. On te retrouvera avec plaisir déjà demain soir. Et avec quoi au programme, Baptiste, demain soir d'ailleurs ? Oui, donc demain, on se retrouve de 18h à 20h pour 2 heures de stream et on reviendra sur le masculinisme qui, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, prend de plus en plus d'ampleur en France. Et dans une seconde partie de l'émission, on reviendra sur une enquête réalisée par la cellule d'investigation de Radio France et Le Monde sur les producteurs de certaines bouteilles d'eau qui pomperaient des eaux contaminées qui le cacheraient au public. Donc on revient là-dessus demain de 18h à 20h. Merci, cher Mathis, programmateur du stream. Merci aussi, pardon, c'est dur pour moi aujourd'hui. Merci aussi à Stéphanie Berlu au visuel, merci à Cyril à ma droite à la réal, merci à vous évidemment dans le chat. Rendez-vous donc demain de 18h à 20h pour 2 bonnes heures ensemble, pas vraiment de bonheur mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous et donc à demain, salut.